Petite capsule un peu particulière, en fait, on a fait un live avec, Chris, sur, la chaîne Twitch et dans ce live, on répond notamment à Wissam, pour un truc qui existe depuis longtemps. On va dire, si vous êtes pas et c'est très bien, terminaliste sur Twitter ou sur Twitch, vous comprenez peut-être pas trop, quel est le drama et tout ça, mais en gros, depuis les vidéos sur la psychanalyse avec, Wissam, on a un débat sur l'épistémologie, et sur, l'épistémologie, donc c'est la manière dont on peut produire des connaissances quoi, avec moi qui défends le marxisme et puis, Wissam qui défend le fait d'intégrer par exemple, la psychanalyse pour, venir, compléter le marxisme par exemple, enfin des choses du genre. Et il a continué de parler de ça, notamment avec Norman Ajari. Lui, il disait que, eh ben, l'approche qui consiste à interpréter le monde par rapport aux dynamiques matérielles, donc le marxisme, bah, ça suffisait pas pour comprendre, la spécificité du racisme, contre, les noirs et donc il fallait, rajouter de la spéculation. Alors que nous, on reste persuadés qu'il faut toujours s'en tenir, aux dynamiques, à l'évolution concrète, matérielle des choses et que rajouter de la spéculation, bah, c'est un petit peu dangereux parce que bah, on ne sait pas sur quoi ça s'appuie et comme on ne sait pas sur quoi ça s'appuie, on ne sait pas après, transformer le monde au mieux parce qu'on peut s'être trompé étant donné qu'on n'est pas parti, du monde matériel. On y revient justement, dans la capsule que je vais vous mettre. Je vous mets pas tout parce qu'au début du live, étant donné que ça s'est un peu écharpé, Chris, va, répondre à Wissam sur des points, c'est un peu du drama et à la fin, il lui propose un débat auquel je crois que Wissam a dit qu'il participerait pas, qu'il préférait répondre soit par écrit, soit par vidéo. Enfin, bref, on va sûrement en parler de ces choses-là. Mais en tout cas, après ça, on a parlé à la fois de ce qu'est le marxisme, parce qu'il y a ce reproche fait par Wissam et Norman Ajari notamment, de dire qu'on a une approche du marxisme qui serait blanche. Et aussi, on va parler de pourquoi est-ce qu'il faut débattre à gauche, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, vous vous écharpez, et nous, on pense que quand la gauche débat, la gauche est forte, et que c'est justement parce qu'on est entre camarades qu'on peut se permettre parfois de débattre, parfois durement, mais que c'est comme ça aussi qu'on avance. Donc, je vous lance cette capsule et vous me direz en commentaire s'il y a des points que vous ne comprenez pas, parce que parfois ça peut être un peu technique. On essaie que ça ne le soit pas. Je ne pense pas que ça le soit tant que ça, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ça vous plaît, on pourra répondre aussi à des questions plus précises à ce sujet. Bref, je vous laisse avec la capsule et je vous dis à plus. Non, non, mais en On est plus, c'est déjà bien. intéressant parce que tu vois, là, on met les points sur les i, on dit les choses parce que voilà, on nous pose des questions, on y répond. Mais, mais voilà, enfin, face à cette déferlante-là du fascisme, hein, enfin, clairement, Retailleau, c'est l'extrême droite. Ah, il y a pas de sujet, quoi. Enfin, dire, on est tous du même côté de la barricade, Wissam et tout, et c'est c'est vas-y, ça ne fait aucun doute. Personne se dit, «On va pas pouvoir se battre ensemble contre ça». Au contraire, j'ai envie de dire même. C'est ce qui fait la force de notre camp. C'est juste et qui a toujours fait sa force. Ce qui fait bouger des lignes des fois d'ailleurs, hein. Voilà, c'est justement cette capacité à se fighter très, très fort, intellectuellement, pour être très, très fort concrètement contre l'adversaire. Voilà, Ouais. je parle, il faut regarder l'histoire du marxisme, l'histoire des mouvements bolcheviques et cetera. Moi, quand je dis, c'est à l'entraînement qu'on se met des coups, et qu'on affûte nos lames, entre coéquipiers, entre camarades, ce que vous voulez, pour pouvoir, taper l'ennemi derrière. Moi, je crois vraiment à ça. Voilà, on peut se faire mal à l'entraînement, bah, des f et puis on a aussi des mecs qui jouent dans notre équipe, avec qui, ça passe moins bien, mais s'il faut lui faire une passe D, pour pouvoir gagner la coupe, bah, on le fera. Voilà, donc heu, donc là, on est un peu énervé parce que ça monte, parce qu'on a un petit côté, si Zoé, elle était là, elle pourrait nous dire que c'est quoi? C'est un côté, les garçons, dès qu'on les laisse, comment elle dit? Dès qu'on les laisse J'aime bien comment ensemble Chris 5 il m'inclut minutes, là-dedans. ils comparent leurs zizi ou je sais pas quoi. C'est pas tout à fait faux, hein, mais oui, 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 il y a un côté comme ça, je suis d'accord. Ouais, ça soude de se battre, faut juste pas se nuire, quoi. Bah, oui, 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 clairement, oui, Et oui, c'est pour clairement. ça, en fait, c'est pour ça, moi et je vais même aller plus on va redescendre, je vais même être clair. Moi, j'ai envie qu'on discute, voilà. Là, franchement, les trucs sur Twitter, c'est de la merde, les débats sur Twitter, c'est bidon, ça marche pas. On fait des threads qui sont plus ou moins réussis, plus ou moins compréhensibles. Voilà,
on veut parler de sujets de marxisme, bah, on en discute clairement, on sera peut-être pas d'accord. Et après, Et c'est qu'il y a des gens, mais après, c'est aussi parce qu'ils essaient de nous faire passer pour des espèces de marxistes complètement teubés. Il y a des gens qui confondent le fait de parler d'épistémologie. L'épistémologie, pour ceux qui comprennent pas ce que c'est la manière dont c'est la théorie de la production des savoirs, quoi, en gros, des connaissances. Donc il y a une certaine épistémologie, par exemple l'épistémologie marxiste. Il y a des épistémologies qui vont être plus idéalistes ou des choses comme ça. Euh, Si tu penses que pour savoir quelque chose, il faut partir, par exemple, du concret, des dynamiques matérielles, de l'histoire, des sujets collectifs, bah, si tu dis que c'est comme ça qu'on peut connaître les choses, tu peux pas à la fois dire mais c'est comme ça, mais c'est aussi à partir de Dieu, c'est aussi à partir de la pulsion de vie psychanalytique, c'est aussi à partir. On peut pas avoir toutes les épistémologies en même temps parce qu'elles vont se rentrer dedans et sinon tu es en train d'invalider la manière dont tu as produit certaines connaissances en fait, dans un champ donné. Ajari, à un moment donné, dans le live, il dit oui, pas dû, il est un peu bête parce qu'on peut avoir deux épistémologies différentes. Par exemple, quand il fait de la médecine, il n'a pas la même épistémologie quand il fait de la politique. Bah oui, c'est pas du tout le même champ donné. C'est juste que sur un objet en tant que tel, si tu as deux épistémologies qui se contredisent, bah c'est pas possible. Enfin, sinon, tu es en train de te contredire, tu vois. Tu peux pas avoir bien les sûr, deux épistémologies pour le même bien sûr. objet, quoi. Par C'est contre, c'est ç évidemment que en médecine, en physique quantique et puis en sciences politiques, les épistémologies sont différentes parce qu'elles s'adaptent à leurs objets à chaque fois. et on pourra en parler. En plus, heu, les et vous connaissez un peu, on en a fait des vieilles capsules comme ça. On pourrait regarder aujourd'hui avec la vieille cam, les vieilles machins, la vieille waveform, tu te rappelles? Mais il y a des épistémologies matérialistes, il y a une épistémologie idéaliste. Il y en a d'autres, c'est vraiment les voilà, façons de penser le monde de manière un peu particulière et d'avoir un mode de connaissance, un rapport au monde comme ça. Le marxisme n'est ni l'un ni l'autre. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Le marxisme n'est pas un simple matérialisme. Le marxisme dialectique, c'est le dépassement, je ne sais pas dans quelle capsule on avait parlé de ça, mais c'est le dépassement du matérialisme et de l'idéalisme. Et ce qu'il faut bien comprendre, et de cette opposition, ce qu'il faut bien comprendre dans le rationalisme bourgeois, c'est d'abord le matérialisme qui s'impose, et vous le connaissez, c'est Spinoza, c'est aussi Descartes, etc., qui sera dualiste, mais qui sera profondément matérialiste, etc. Et ensuite, et à la fin, le matérialisme, dans sa capacité à penser la nature, transformer la nature, être maître et possesseur de la nature, comme dira Descartes, est hégémonique. Kant commence à dire, mais cette hégémonie du matérialisme, elle est problématique pour penser le rapport au monde du sujet humain, c'est-à-dire la morale, la politique, l'histoire. Ouais. Ça, c'est un problème. Et donc, il va devoir réintroduire ce qu'on appelle le sujet individuel, le sujet collectif. Lui, il appellera ça l'ego transcendantal. Voilà. C'est-à-dire de l'idéalisme pour pouvoir résoudre cette contradiction, c'est-à-dire de dire, mais attendez, si tout est déterminé, si tout est matérialiste, alors on ne peut pas penser l'histoire, on ne peut pas passer le rapport à la morale, on ne peut pas penser le rapport à la politique. Voilà. Et donc, la bourgeoisie en crise, qui est Kant, allemande, voilà, va devoir réintroduire l'idéalisme. Et celui qui parachèvera cet idéalisme, c'est Hegel. Quand Marx arrive, il revient pas au matérialisme de Spinoza. Donc c'est là où, par exemple, on a une contradiction avec Lordon. Nous, on pense que, spoiler dans le chat, c'est pour ça qu'on l'attaque, Lordon n'est pas marxiste. Il n'est marxiste en rien. Il n'est marxiste en rien. Il n'a une épistémologie matérialiste, déterministe, mécaniste, qui n'est pas le marxisme. Et en plus, il rejette la théorie de la valeur. Donc, il n'est marxiste absolument Ce en qui rien. l'empêche Voilà. pas, d'ailleurs, parce que les gens en fait comprennent pas ça des fois, ce qui l'empêche pas d'être communiste s'il le veut, tu vois, genre de se dire Exact, mais communiste ou je sais pas trop mais quoi. le, Il y a plein de communistes qui sont pas marxistes. il y a plein de communistes qui sont pas marxistes. Et d'ailleurs, vous lisez le manifeste du Parti communiste. La dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, c'est littérature communiste. Justement, Marx fait l'inventaire et la critique de tous les communistes non marxistes, puisque le marxisme n'existe pas encore en 1848. Voilà. Donc il fait l'inventaire de tout ça. Donc le communisme précède le marxisme. Et il y aura des mouvements communistes non marxistes. Donc voilà, le marxisme n'est ni un matérialisme, ni un idéalisme. Il produit ses propres catégories.
c'est ce qu'on appellera le matérialisme dialectique. Matérialisme dialectique qui n'est pas d'ailleurs un concept euh, euh, ni d'Engels ni de Marx. Voilà, c'est un nom qui a été donné un peu plus tard, après la mort de Marx, et qui est problématique parce qu'en fait, il renvoie et trop au matérialisme et trop à la dialectique de Hegel. Voilà. Donc, moi, je préfère souvent parler de marxisme. Voilà. Mon maître, Lucien Goldman, parlait de structuralisme génétique parce qu'il vivait dans une époque structuraliste. Moi, je pense que c'est un terme compliqué à vendre, mais je ne sais pas si tu l'aimes bien. Voilà. Donc, je préfère parler effectivement de marxisme, voilà, et considérer qu'il y a un rapport épistémologique, une activité concrète et un mode de connaissance concret qu'est le marxisme. Voilà. Et qui sera repris ensuite par le léninisme. Voilà. Lénine, malgré tous ses défauts dans ses premiers livres, comment dire, matérialisme et empiriocriticisme, fera une défense absolue de cette épistémologie marxiste. Vous voyez, et reviendra même à la dialectique dans ses cahiers philosophiques. Voilà. Donc le léninisme est une défense acharnée de l'épistémologie marxiste. Voilà. Il y a juste, je voudrais revenir sur un truc. Il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une épistémologie pour tout? En fait, c'est pas vraiment la question. Si vous voulez, pourrait y avoir une épistémologie unifiante de tout. Il y en a même qui disent que le marxisme est une épistémologie unifiante de tout. Mais en fait, là, c'est même pas le débat qu'il y a avec Wissam, étant donné qu'avec Wissam, vous avez bien compris qu'on ne parle pas de physique quantique ensemble, on ne parle pas de chimie ensemble, on ne parle pas de médecine ensemble, on ne parle même pas de psychologie ensemble. Quand on parle de psychanalyse, Wissam mobilise la psychanalyse en tant qu'elle nous permet de comprendre des choses politiquement. Et donc, on parle, si vous voulez, de sciences historico-sociales humaines. Et donc c'est là-dessus que je défends que le marxisme se suffit à lui-même et que le marxisme est une certaine épistémologie, qui est une épistémologie matérialiste dialectique, comme on vient d'en parler. Après, la question de savoir si le matérialisme dialectique peut être une ontologie totale qui permet de comprendre les étoiles et tout, c'est pas vraiment la question. Il y a des gens qui défendent ça. Je sais que Chris, ça lui fait péter un câble. De quoi? J'ai entendu Chris, ça me fait péter un câble, j'étais parti charger. Du coup, si vous voulez, la question de savoir si le marxisme est une épistémologie qui permet de comprendre les sciences dures, toutes les sciences dites dures, hein, les sciences naturelles et tout, si vous voulez, c'est même pas la question quand je débat avec Wissam. Parce qu'on est en train de parler, on parle jamais de physique quantique avec Wissam. Donc c'est même pas la question. C'est une autre question, c'est une question moi, que je trouve intéressante, c'est une question que je trouve difficile. Parce qu'en fait, on parle rarement en marxisme de mathématiques ou de physique quantique, mais c'est pas exactement la même chose. Et après, toi, je disais que ça te faisait péter un câble les gens qui disaient que le marxisme était une ontologie. Que le marxisme était une ontologie préfaite en fait du monde, un peu comme ce que dit Georges Gastaut. Et ça te fait pas péter un câble, ça? Si, je suis d'accord. Parce que pour moi, et comment dire, alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est une ontologie ou que t'es dans l'ontologie, c'est la théorie de l'être. C'est Voilà. qu'est-ce qui est ce qui est. Voilà. Qu'est-ce que ce qui est le monde, l'univers, tout ça. En fait, c'est ça l'ontologie. Voilà. C'est que, encore une fois, c'est des débats moi que je trouve complexes. Sincèrement, je sais. C'est un des trucs où je suis pas forcément d'accord avec Rich. Je sais pas s'il a raison ou pas. Moi, et en même temps, c'est pas le truc le plus politique du monde, hein, le débat sur l'ontologie. Bah, en fait, c'est moi. En plus, moi, je mobilise souvent quelqu'un comme Lukács, voilà, donc qui a fait tout un travail d'ontologie, l'ontologie de l'être social sur la fin de sa vie, qui pour moi est un livre intéressant, mais c'est loin d'être le plus intéressant Enfin, il y a à boire et à manger. Je suis beaucoup plus, par exemple, proche de quelqu'un comme merde. Labika. Comme Labika, voilà, qui a parlé sur les tests sur Feuillard, justement de considérer qu'il n'y a pas d'ontologie marxiste, mais qu'il y a simplement une activité du sujet, et que le sujet en lui-même, définir son être, est une contradiction en elle-même, puisque c'est une totalité historique. Donc, et qui va justement aller vers la thèse 6 sur Feuerbach, sur justement, c'est l'intégralité des rapports sociaux. Voilà. Et quand on dit l'intégralité des rapports sociaux, c'est passé, présent et futur. Donc, l'idée même de penser une ontologie et une définition
est contradictoire avec l'activité même du sujet. Vous voyez? Ça, bon, on peut discuter, mais Lukács essaye de résoudre ça, voilà. Heu, je trouve pas très efficace. Je le trouve beaucoup plus efficace dans Histoire et consciences de classe, voilà, parce que justement, il ne se pose pas des questions ontologiques, il ne se pose que des questions, épistémologiques, voilà, c'est-à-dire des questions de praxis, voilà. Mais ça, c'est des questions compliquées et moi, je peux comprendre. Alors là, par contre, Norman Ajari qui dit: «On n'en a rien à foutre», mais moi, je peux comprendre que plein de gens n'en aient rien à foutre, ouais et Ah bah, les questions et d'ontologie, c'est pas moi, c'est pas ce qui me passionne le plus dans le marxisme, voilà. mec, hein. Mais les questions d'épistémologie, voilà, de Les questions d'épistémologie, c'est très intéressant. Les questions d'ontologie, du voilà et puis clairement, en plus, j'ai envie de dire, vous voyez, la particule de, heu, comment dire? D'uranium-235 perdra son son neutron, heu, qu'elle le sache, qu'elle connaisse la radioactivité ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, quand vous êtes marxiste et que vous savez que la lutte des classes est le moteur de l'histoire, vous voyez, il y a aussi un moment où les grandes questions sont secondaires par rapport aux activités concrètes. Donc il n'y a pas besoin de remonter à des questions épistémologiques, ontologiques. Moi, ça me passionne, vous voyez? Moi, ça me passionne les questions conceptuelles comme ça. Mais là-dessus, je comprends, il n'y a pas besoin d'avoir ce niveau-là pour pouvoir mener la lutte des classes, qu'on soit complètement d'accord. Et je dirais même que moi, je trouve intéressant, par exemple, quand Norman, il dit, ça, c'est vraiment des questions vous voyez, d'occidentaux ou de blancs. Ouais, c'est un peu peut-être, c'est effectivement peut-être des questions de gens qu'ont le confort de se poser des grandes questions pas très urgentes, quoi. Ça, je veux bien l'entendre, mais ça, c'est une et vraie qu'ont analyse. aussi, tu vois? Et qu'ont aussi des fois qu'ont pas la nécessité de mener des luttes parce qu'en fait, qu'ils ils sont bloqués dans une situation historique où ils ne feront pas la révolution, tu vois? Exactement. Mmh. Genre, Exactement. est-ce que tu te poses les questions d'ontologie et tout tu me diras, j'allais dire comme Lénine, mais Lénine quand même, Bah, dans Matérialisme et Empiricisme, il en fait un peu, tu vois? en fait, oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il en fait au moment où la révolution est la plus coincée. C'est Oui, vraiment au début du 19e. C'est pour ouais. ça que, par exemple, Lukács en a rien à foutre de l'ontologie en 23, parce qu'il est en pleine période révolutionnaire. Pareil pour Lénine quand il fait les cahiers philosophiques. Alors que le Lukács installé en URSS à Moscou, parce que Lukács sera toute sa vie à Moscou. Hein. La meilleure phrase de Lukács: le pire monde communiste est toujours préférable au meilleur monde capitaliste. Vous voyez. C'est un type qui a été tapé dessus par des staliniens pour son livre, etc. Il a quand même toujours été fidèle à l'URSS, etc. Donc, Ah, tu sais, Train du Chaos, c'est un peu ça aussi, hein. ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc, C'est des mecs qui ont des histoires tragiques, tu vois? Parce qu'ils mmh, sont pas assez stalles pour les stalles dans leur pays, parce que c'est des penseurs c'est ça. un petit peu plus fins sur certains points, tu vois? Et ils sont trop stalles pour les occidentaux qui disent: «Ah, c'est quoi? C'est rouge et tout», tu vois? Mmh. Et et heu et donc ouais, et donc Lukács, lui, dans sa période un peu plus coincée, installé à Moscou la période la révolution dans l'URSS est compliquée, il fait justement l'ontologie. Alors c'est des très gros livres, prolégomènes à l'ontologie de l'être social, et cetera. Donc on peut parler de ça, il y a 20 capsules à faire. Mais moi, c'est pas vraiment, je pense, les plus intéressants. Je pense que l'épistémologie, c'est un peu plus intéressant, c'est-à-dire les théories de la connaissance Et et surtout celle même des sciences sociales! voilà, et ceux des sciences sociales et même des sciences naturelles. Moi, par exemple, on va parler de ça, c'est aussi ça, pour ça que nous, on est très matérialiste dialectique, parce que l'idée, c'est aussi de voir, par exemple, comment vous voyez, par exemple, dans le matérialisme dialectique, dans le marxisme, il y a le déterminisme et la causalité est beaucoup moins importante que dans le déterminisme matérialiste, mécaniste, rationaliste, quoi, classique de Spinoza. Longtemps, ça fonctionnait pas, quoi. C'est-à-dire, enfin, on n'avait pas de débouché concret dans les sciences naturelles pour ça. Des gens comme Werner Heisenberg, grands physiciens qui ont écrit des livres de philosophie, philosophie de la physique quantique, et cetera, ont commencé à remettre en question cette idée de la causalité. Et c'est un truc qui paraît fou, quoi. Il y a des prix Nobel, prix Nobel de physique, hein, Heisenberg, voilà. Prix Nobel de chimie, par exemple. Il y a Prigogine. On commençait à aussi remettre en question
le déterminisme et le mécanisme comment dire, du monde physique, des particules, etc. Et donc, on voit des analyses, c'est-à-dire aujourd'hui, la causalité ne nous permet plus de comprendre certaines choses. Et on voit des analyses qui commencent à émerger. Enfin, si vous vous intéressez à Prigogine, c'est vraiment le meilleur. Qui commencent à émerger parce qu'on a plus de finesse dans la compréhension dans la performance d'observation du monde qui nous entoure. On voit des analyses qui commencent à rejoindre l'épistémologie marxiste, c'est-à-dire beaucoup plus dialectique, beaucoup plus contradictoire, où l'activité du sujet est fondamentale, où la causalité n'est pas une catégorie aussi importante qu'on l'a dans le déterminisme et le mécanisme. Voilà. Et ça m'intéresse. Vous voyez, ça m'intéresse de voir comment on revoit justement cette catégorie dialectique. Et dernièrement, dans les sciences, par exemple, il y a quelqu'un qui fait des travaux que moi j'aime bien, qui était quelqu'un de bourdieusien. Donc moi, Bourdieu, voilà, on sait que j'ai des problèmes avec lui, mais bon, pour moi, philosophie déterministe, positiviste, donc rien à voir avec le marxisme, voilà, qui est Bernard Lahire, et qui s'est écarté de Bourdieu là, pour faire ses travaux sur, ça t'intéresse aussi, Padu, sur la biologie, sur les sciences naturelles, et justement qui remet en avant des catégories de l'épistémologie marxiste, c'est-à-dire la contradiction entre le sujet et l'objet, l'identité entre le sujet et l'objet. Ouais, ça, c'est une catégorie fondamentale du marxisme, l'identité du sujet et de l'objet. De dire, il n'y a pas le sujet d'un côté qui pense et puis un objet de l'autre donné. Voilà. Cette identité, cette contradiction interne entre l'identité sujet-objet. Ben ça, moi, ça m'intéresse parce que on se rend compte d'abord des limites de la, comme on dit en marxisme, de la pensée bourgeoise. Et on voit que le marxisme et son épistémologie, même pour des gens qui ne sont pas marxistes, permet de résoudre certains problèmes. Voilà. Bah oui, genre, moi je trouve ça passionnant, hein, et en même temps ça touche au rapport aussi, rapport nature-culture. J'avais fait une vidéo, je trouve assez intéressante, c'est la dernière, je crois, sur Rushdie, où je parle du QI, et où je parle de Michael Tomasello, tu sais, Ouais, Tomasello, très intéressant. ce psychologue un peu de l'évolution humaine, anthropologue et tout. Et moi je trouve la conclusion de son livre incroyable, où il dit les catégories de nature-culture, en fait, c'est des vieux machins qui servent à rien, quoi, et tout. Et ça, c'est extrêmement dialectique. C'est-à-dire, votre opposition nature-culture, en réalité, elle nous enferme en tant que telle, alors que tout n'est qu'interaction dans le devenir de ce que vous appelez nature et culture, tu vois. Et typiquement, moi, et c'est ce que Lénine, je crois, appelait le matérialisme spontané des savants, tu sais. Je crois que c'est Lénine qui dit ça. Ouais, c'est ça, oui, c'est Lénine il dit le matérialisme spontané des savants. Mais ça, c'est des gars, genre, tu sais, ils sont pas marxistes. Mais tu sais, ils ont poncé un domaine, et le domaine en lui-même est en train de venir sur des positions qui se rapprochent du marxisme. Mais encore une fois, quand on parle de ça, je trouve que c'est pas vraiment le même débat que celui avec Wissam, où on parle vraiment de sciences sociales. Moi, je trouve que ça, c'est des trucs à l'état de recherche, et j'irai pas mettre ma main à couper que le monde marche selon les catégories du marxisme. Et c'est pas une question qui est si politique que ça, tu vois. Et je sais pas si c'est prouvable en tant que tel, tu vois. On peut voir que ça tend vers, sans forcément dire que c'est une position un peu dogmatique de dire ah bah tout était déjà contenu dans tel texte d'Engels, et en fait le monde marchait comme Engels l'a décrit, tu vois, et les scientifiques le prouvent bien. C'est un peu dogmatique, je trouve, comme truc, et en plus de ça, on le prouvera jamais vraiment, parce qu'on sera toujours en train de faire des recherches pour aller plus loin, et ça se trouve un jour on ira plus loin dans les catégories ou je ne sais quoi, tu vois. Par contre, aujourd'hui, dans les sciences humaines et politiques, et dans l'action politique, le marxisme est pour moi quelque chose qui est extrêmement efficient, et c'est à partir de de son épistémologie que je pense. Et quand quelqu'un me dit ah bah oui, mais je sais pas, Wilhelm Reich, tu vois, bah Wilhelm Reich par exemple, c'est un penseur qui ne pense pas à la lutte des classes, c'est un penseur qui évacue la lutte des classes pour la remplacer par l'individu contre la masse, tu vois, et qui fait des spéculations là-dessus. Bah, je suis désolé, quand quelqu'un fait ça, il ne fait pas d'analyse concrète de la situation concrète. Et du coup, bah, c'est à son bon vouloir de spéculateur de savoir si c'est vrai ou faux. Alors le mec peut être génial, et parfois c'est vrai, ou parfois pas. Et en fait, on ne peut pas le vérifier parce que c'est pas des analyses matérialistes historiques. Et puis bon, et si on regarde ce qu'a donné Wilhelm Reich, il a rien donné d'efficient pour combattre le fascisme, tu vois.
Genre, Bah non. et on voit bien, je trouve, le rapport entre, des théories qui sont un peu fumeuses comme ça. Alors on peut trouver ça Mais, beau, je peux comprendre que dans le romantisme, on peut mais- se dire: «Ah oui, mais c'est joli, machin». mais- Mais au final, ça n'a aucune efficience sur le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas concret. Mao est quelqu'un de beaucoup plus concret. Lénine est quelqu'un de beaucoup plus concret. Et bizarrement, il pense pas avec de la spéculation, tu vois? Et ça, c'est intéressant. non, mais William Reich, c'est clairement un charlatan. C'est clairement un charlatan. Enfin, c'est pas, on parle pas de. Enfin, il faut voir ce qu'il fait à la fin de sa vie avec l'orgone, des implants. Enfin, je veux dire, c'est un type qui était un charlatan. Enfin, je veux dire, enfin, renseignez-vous sur Wilhelm Reich, vous allez voir quel genre de personne c'est, quoi. Donc, euh, euh, et c'est quelqu'un, comme tu dis, qui n'a rien apporté, ni à la lutte des classes, ni même à la compréhension de ce qu'il essayait de faire, du désir. C'est-à-dire que Reich est persuadé que la pulsion sexuelle est quelque chose qu'il faut libérer de manière absolue. Voilà. Il essaye comme il est quand même matérialiste, il essaye de la trouver avec une particule concrète qui s'appelle l'orgone. Voilà. Et il essaye de faire ça toute sa vie jusqu'au pire, quoi. Voilà. Et donc, mais il a échoué dans tout. Il a échoué dans tout. Voilà. Donc vraiment, sortir Wilhelm Reich parce qu'il a dit, il a cité lui. Parce qu'en fait, quand on parle de Boutelja, il faut savoir que quand Boutelja cite Otto Strasser, c'est parce que Wilhelm Reich lui-même, je ne sais plus, c'est dans la psychologie des masses, je sais plus, ouais, je pense que c'est dans celui-là, il cite lui-même Otto Strasser. Tu vois, la phrase que Horia cite, c'est Wilhelm Reich qui cite Otto Strasser. C'est une phrase d'Otto Strasser, mais c'est voilà. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui essaye de comprendre pourquoi les masses vont vers le fascisme. Et il donne une explication pulsionnelle, voilà, une explication à partir du désir. Bah ça, pour nous, c'est juste pas possible, quoi. Pulsionnel, individuel ou des masses, c'est-à-dire Voilà, indépendante de la classe, tu vois? c'est ça. Et Voilà. Et et ça, indépendante de c'est la évident. situation concrète. C'est ça Mmh. qui est problématique. C'est que euh, si cette pulsion est là, bah, pourquoi le fascisme ne s'est pas emparé des masses avant? Voilà. Et si elle était pas là avant, bah alors comment elle a été produite? Ça se mord la queue. Vous voyez? Ça se mord la queue. Vous pouvez pas à un moment donné postuler un truc et puis ne jamais essayer de l'articuler concrètement. Moi, c'est la base de la science. Et d'ailleurs, le matérialisme dialectique, le marxisme, c'est toujours plié à ça. Quand vous faites une conjecture, bah après, vous essayez de. C'est ce que fait Marx, hein. C'est la méthode marxiste. Et d'ailleurs, tiens, ça, c'est un truc. C'est de conjecturer, c'est-à-dire de conceptualiser, de partir de l'abstrait au concret. Ouais. Et c'est la méthode scientifique maintenant hégémonique. C'est hypothético-déductif. Oui. Vous faites une hypothèse, puis après, vous essayez de voir si elle est applicable. Ouais. Ce qui est l'inverse de ce qui était quand même une hégémonie très importante, qui est l'inverse, qui est l'empirico-inductive. Tu vois, tu regardes le monde et puis tu essayes d'en déduire des lois. Tu vois, ça, c'est aujourd'hui, vous voyez, quand vous faites une conjecture, bah, vous essayez de voir si elle peut produire quelque chose sur le monde concret. Et ce qui est sûr, c'est que la psychanalyse, et Reich en particulier, mais n'a rien produit si ce n'est des catastrophes. Si ce n'est des catastrophes. Mais attends, critique pas la psychanalyse. Ouais, ouais, Parce que pardon. moi, non, moi j'aime bien la phrase de Catherine Clément, qui est une spécialiste de Freud, qui était au PCF. Mmh. Alors je sais pas s'il a écrit beaucoup de trucs marxistes, je sais pas si elle est vraiment franchement de fou marxiste, mais en tout cas elle est une connaissance de Marx. Et elle écrit sur Wilhelm Reich, elle disait, il était freudo-marxiste, mais ni psychanalyste, ni marxiste. Et je trouve ça drôle parce que c'est vrai qu'il est quand même éloigné de Freud aussi, tu vois. Oui, Parce que oui. Freud, il a quelque chose qui le ramène au concret, c'est qu'il a une pratique clinique. Ah bah bien sûr. Donc il peut pas dire n'importe quoi non plus, tu vois. Alors que tu sais, quand t'es vraiment, tu sais, t'essaies d'analyser le fascisme fascisme à partir des catégories freudiennes et que tu fais de la spéculation dessus, tu peux dire n'importe quoi, si tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu vois. Tu peux prétexter qu'il y a une particule, qu'il y a une particule de sexualité. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Mais comme tu dis, à la fin, il doit y avoir une action sur le monde. Quand la bourgeoisie conçoit sans le savoir,
mais son rapport au monde, la raison, la rationalité matérialiste, comme on en a parlé, ça lui permet de dominer le monde. Ça lui permet de s'approprier la matière, de la transformer, de la rendre à ses fins, calculable, optimisable, vendable. Voilà. Si elle n'avait pas cette capacité rationnelle à s'approprier le monde par sa vision du monde et cette épistémologie rationnelle, jamais elle aurait pu s'emparer du pouvoir. Jamais elle aurait pu rendre caduque la vision du monde et l'épistémologie euh, thomiste, quoi. Tu vois ce que je veux dire de saint Thomas, 22 h, 300 personnes en religieuse. train en train d'écouter un mec qui parle de l'épistémologie thomiste. Ouais, c'est un peu, c'est C'est un un peu peu fou. rêche, ouais. Mais ouais, donc, mais en fait, c'est pour ça que c'est jamais des Moi, je débats. dis, on a quand même un vrai public, hein. Voilà, Pour on que a les un vrai gens public. nous écoutent parler d'épistémologie thomiste à 22 h 10, moi, je trouve ça quand même cool. Ouais, moi aussi. Mais en fait, en plus, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit vous les laissez dans des débats purement théoriques, et ça sert à rien, soit vous essayez, moi, et c'est ça la force du marxisme, c'est de les ramener à des sujets collectifs. À la fin, l'épistémologie, ça n'existe pas dans la pure monde de l'abstraction. Ça- C'est relié à un sujet collectif, à une activité d'un sujet collectif. Oui. L'épistémologie rationnelle, elle n'est elle est pas là par hasard. Elle est rattachée à la vision du monde de la bourgeoisie. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie, dans son rapport au monde, dans son rapport social, comme dit Marx, pour reproduire ses conditions de production, elle est obligée d'être accumulatrice, comptable, optimisable, etc. Voilà. C'est pas par hasard que la rationalité apparaît. C'est justement d'abord parce qu'il y a un sujet collectif qui en a besoin pour pouvoir exploiter le monde et survivre. Donc, la vision du monde rationnel, y a, Norman dit une bonne question. Est-ce que c'est la race? Est-ce que c'est le mode de production esclavagiste qui est l'œuf ou la poule? Et c'est vrai que cette question, elle est chiante. En fait, les deux sont toujours synchrones. Tu peux toujours trouver un moment où, ah bah non, tel truc a été mis en place, tel truc a été mis en place. Non, ce qui est premier, c'est le sujet actif qu'il porte. C'est le sujet collectif d'une bourgeoisie qui devient extranationale et colonisatrice. Vous voyez? Et ça, bah là-dessus, vous pouvez lire des super livres. Alors, c'est épais comme ça, là, c'est les livres d'Alain Beer sur le premier âge du capitalisme. Alain Beer, c'est vraiment. Moi, je parle souvent de Goldman, mais je devrais plus parler de Beer parce qu'il est vivant et que c'est un fou furieux. Mais Alain Beer, il a dit bon, bah, moi, je vais faire. J'ai trouvé des pages dans Marx très intéressantes sur, vous savez, le capitalisme pas primitif, comment on dit, archaïque, là, accumulateur, tu vois, l'accumulation primitive, voilà. C'est intéressant, mais Marx, il n'a pas assez fouillé le truc. Boum, 4000 pages. Il a fait 4000 pages là-dessus. Vous voyez, donc, dont 600 pages d'introduction qui s'appelle La reproduction du capital. Et, il fait un très gros livre qui s'appelle L'accumulation le premier âge du capitalisme. Et c'est un livre passionnant. Parce que là, vous comprenez qu'il n'y a plus l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la race? Est-ce que c'est le mode de production? Non, c'est cette bourgeoisie coloniale qui a besoin des deux en même temps, qui survit avec l'un et l'autre. On a parlé tout à l'heure de Charles Mills. Charles Mills dans le contrat racial, vous le voyez. Quand vous voyez par exemple les lois raciales qui sont imposées, etc., c'est pas par hasard arbitraire d'un coup, tiens, on se lève et puis on dit, tiens, il faut rendre indignes les Noirs, etc. Non, c'est que c'est une nécessité de tous les instants de les rendre indignes, parce que c'est une nécessité de tous les instants de les exploiter. Vous voyez? Et donc, si vous essayez de trouver l'œuf ou la poule entre l'activité concrète économique et l'activité concrète intellectuelle, scientifique, là, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous êtes vraiment matérialiste dialectique, vous allez voir qu'il y a un sujet qui est actif là. Il y a un sujet qui est actif, qui est la bourgeoisie coloniale euh, du 15e siècle. Et à chaque fois que vous voyez parler d'épistémologie, d'idéologie, de pratiques concrètes, de modes de production, demandez-vous, et ça c'est vraiment une question merci, quel sujet collectif porte ça?
Le sujet collectif, c'est une classe, une partie d'une classe, etc. Vous voyez? Et le sujet collectif agissant, voilà, des médecins là, qui ne veut pas partir à Mulhouse quand il est bac+12. Vous voyez? Ça, c'est un peu. Alors, il y a des petits sujets collectifs, il y a des gros sujets collectifs, mais par exemple, le sujet collectif de la bourgeoisie coloniale, c'est-à-dire des gens qui ont été financés, qui se sont financés, qui se sont enrichis à travers les nécessités coloniales des premiers empires, c'est un sujet très très important. C'est un sujet collectif très très important et qui sera décisif dans la production du capitalisme final. Il y a quelqu'un qui dit est-ce que le marxisme, est-ce qu'on peut dire que. Attends, mais du coup, le marxisme se réduit à une épistémologie du prolétariat. Non. Alors, le marxisme ne se réduit pas à l'épistémologie du prolétariat. Le marxisme, c'est l'expression de la vision du monde du prolétariat. C'est pas simplement l'épistémologie, vous voyez? C'est aussi son possible. Alors ça, c'est dans Lukács, hein, beaucoup. Considère que le marxisme est l'expression du sujet révolutionnaire, prolétaire, c'est-à-dire le sujet qui a le plus de capacité de compréhension de la totalité. Donc ça, c'est vraiment, le Lukács de 23 un peu foufou, quoi. Un peu en pleine période révolutionnaire, même s'il y a un livre un peu secondaire qu'il a écrit, qui s'appelle Dialectique et spontanéité, qui est un livre très intéressant, en 1925. On a longtemps cru qu'en 23, Lukács avait renié ses textes sous la pression stalinienne, mais en fait, il a continué de se battre et il a publié un petit livre qui s'appelle Dialectique et spontanéité sur ce sujet. Euh, donc oui, il pense que voilà, il y a un sujet total qui pense la totalité. Ce qu'on voit, c'est que c'est plus compliqué que ça, vous voyez, et qu'en plus, et c'est là ce qui est intéressant, et Wissam, il a raison de le raconter, ça, quand il dit oui, mais le marxisme, il a été enrichi à un moment donné, des femmes, des gens racisés, voilà, ça, il a raison. Il a été enrichi de l'hétérogénéité du point de vue du prolétariat. Effectivement, il y avait une forme de réduction du point de vue du prolétariat à non pas des gens extérieurs au prolétariat, mais certaines catégories à l'intérieur du prolétariat. C'est-à-dire, peut-être, sûrement, les hommes de fait, qui étaient majoritaires dans le prolétariat, vous voyez, qui étaient plus les plus bureaucratiques, des gens racisés qui en étaient exclus, les femmes en étaient exclues, etc. Et la transformation historique, c'est-à-dire qui a de plus en plus intégré les femmes au prolétariat, c'est pas par hasard hein, si les questions que se pose par exemple Zetkin, voilà, ou Luxembourg sur le féminisme sont pas les mêmes que ce que posent les Fortunati ou Federici. Vous voyez, il y a 100 ans d'écart d'intégration ou de désintégration des femmes et du travail domestique et de transformation du point de vue du prolétariat. Vous voyez, les femmes entre Luxembourg et Federici et Fortunati, qui sont vraiment des autrices passionnantes hein, du monde marxiste, ouais, il y a une transformation entre les deux. Les femmes, l'intégration des femmes au prolétariat n'est pas du tout la même. Leur rapport au monde ouvrier n'est pas du tout la même. Et donc, nécessite comment dire, des, comment dire, des finalisations, des précisions, des améliorations du point de vue du prolétariat. Mais c'est là où on n'est pas d'accord avec d'autres. Ce n'est pas un travail à côté ou contre, ou ce n'est pas une autre épistémologie. Quand vous voyez des féministes marxistes enrichir le prolétariat, alors je dis Fortunati, mais vous pouvez citer Roswitha Scholz, qui a, normalement je la cite, j'aime pas trop la verre critique, mais je trouve que Roswitha Scholz, c'est vraiment très intéressant à lire. Il y a des très bons sujets sur le patriarcat, enfin, la séparation dans le capitalisme et le travail domestique. Bon, voilà. Mais ce n'est jamais une remise en question ou de l'épistémologie marxiste. C'est un moyen de l'améliorer, de la même manière que quand comment dire, on passe des lois newtoniennes de la gravité aux lois einsteiniennes, on reste dans le même cadre épistémologique.
Voyez, vous dites pas Einstein a remis en question l'épistémologie déterministe mécanisme causal rationnel sur la nature parce qu'il a remis en question les lois de Newton. Non, les lois de Newton fonctionnent à un certain niveau. Voilà, elles sont limitées. Vous voyez, quand vous faites Newton, aujourd'hui par exemple, Newton est toujours efficient. Personne ne fait des calculs de vitesse avec les lois de la théorie de la relativité de Einstein. Vous voyez, parce que vous pouvez utiliser comment dire, les lois newtoniennes. Par contre, dès que vous allez vous rapprocher d'un trou noir, c'est-à-dire quelque chose que Newton ne pouvait ni envisager ni comprendre, voilà, effectivement, il est limité. Et donc, là, effectivement, on a peaufiné les théories de la gravitation. Eh ben, on n'est pas sorti du cadre épistémologique. Et quand on améliore le point de vue du prolétariat en y incluant le point de vue des gens racisés, le point de vue des femmes, c'est-à-dire tous ces sujets révolutionnaires concrets qu'on a eu au XXe siècle, le point de vue des pays colonisés, eh ben, on a amélioré le marxisme. C'est pour ça que quand on cite Sankara, ou quand on cite Ho Chi Minh, ou quand on cite comment dire, le Black Panther Party, Bobby Seale, Wayne Newton, etc., jamais vous verrez ces gens-là attaquer épistémologiquement le marxisme. Jamais vous ne voyez faire ça. Et c'est ce qu'on a reproché à Ajari. Ces gens-là n'ont pas attaqué épistémologiquement le marxisme. Par contre, d'autres gens qu'il a mobilisés dans l'afro-pessimisme, Wilderson, Sexton, etc., font ça. Parce qu'ils pensent, là, ils reviennent vers une épistémologie idéaliste. Et là, on dit, attention, là, ça va pas. Et au niveau des sujets collectifs qui sous-tendent, justement, moi je connais pas Wilderson, tout ça et tout. C'est quoi la différence entre pourquoi est-ce que, si tu veux, un mec comme Bobby Seale va adhérer au marxisme, et pourquoi un mec comme Wilderson ou comme Ajari, eux, ils vont réintroduire de l'idéalisme? J'imagine que c'est par rapport à leur position historique. Ils n'ont pas du tout la même position historique entre les années 60 et puis aujourd'hui. En fait, il y a quand même, oui, c'est ni la même position, position historique, ni la même position sociale. En fait, il y a une tragédie là où, par exemple, le Black Panther Party, quand même, vient du mouvement communiste. On va avoir effectivement des gens qui viennent de la tradition, c'est-à-dire du renversement des structures économiques et des rapports économiques capitalistes. Donc, ils vont se réagencer comme ça dans le marxisme. À côté de ça, vous allez avoir toute une tradition de la pensée radicale noire, là, qui, elle, ne sera à l'écart de ça, tu vois, qui sera peut-être un peu plus intégrée, ouais, un peu plus tragique. Par exemple, en France, nous, on a eu tout le débat, on a eu quelque chose de très important, mais qui est tragique là-dessus, c'est par exemple la pensée de la négritude. Senghor, aussi Césaire, etc. C'est des gens qui, effectivement, sont dans des positions de classe intermédiaire beaucoup moins révolutionnaires que pouvaient être les gens du Black Panther Party, c'est-à-dire beaucoup plus oppositionnels, beaucoup plus ségrégés, beaucoup plus violentés. Voilà. Beaucoup plus en bas à gauche dans le graphique, quoi. C'est ça, et qui avaient besoin justement d'une théorie de la transformation radicale où la simple pensée de la dignité identitaire était insuffisante. De la même manière où on peut par exemple s'interroger sur par exemple, la révolution algérienne. Avant le FLN, il y a des tentatives d'égalité, de mouvements pour l'égalité au sein des colonies. Attends, juste, il y a un gars qui arrête pas de spamer, qui a l'air de détester le marxisme, qui dit: vous ne faites pas d'éducation populaire, vous faites des concepts et vocabulaire excluants qui s'adressent aux initiés. Le mec est en train d'expliquer la vie à Sankara, au Black Panthers Party, en leur expliquant que le marxisme, c'est quand même pas un truc du peuple. Il dit: le peuple, c'est pas fait pour vous. Frérot, prends l'immense majorité des révolutions dans le monde et viens nous dire si elles ont été faites au nom de Derrida et de Foucault ou au nom de Marx, Lénine et Mao, tu vois.
Viens et essaie de regarder un petit peu et puis tu vas nous dire, quelle épistémologie et quels termes choisissaient les gens qui étaient, ce que tu appelles le peuple. Bref, je te laisse continuer, désolé. Non, mais je sais plus, je parlais de la ouais, non, mais bon et puis, faudrait que vous vous renseigniez les gens, vous parlez du peuple, faudrait que vous vous renseigniez sur les livres qu'il fallait lire quand on rentrait au Black Panther Party, hein. Fallait lire du Lénine, fallait lire du Marx et cetera, il fallait faire exactement les explications qu'on fait là. Donc c'est que vous êtes plus très habitués, voyez, à la discipline de parti Ah et et c'est puis pour c'est des ça, gens hein. qui prennent attends, ça c'est des gens qui prennent les prolos, qui Voilà. prennent, les gens comme ça qui ont pas forcément fait d'études pour des cons de dire ça, tu vois? De dire: «Ah bah, ils sont pas capables de comprendre de comprendre le marxisme». Enfin, je veux dire, C'est ça. Maurice Thorez, il était ouvrier. Alors Maurice Thorez, il y a plein de critiques à lui faire, mais par la formation interne au parti communiste, il a appris, tout un tas de trucs sur le marxisme, il a même appris le latin, tu vois? Enfin, il y a eu toute une culture d'éducation, Eh oui, populaire et prolétarienne dans le mouvement ouvrier, tu vois? c'est ça C'est pas un truc réservé à une élite, à une élite universitaire ou je sais pas quoi, le mouvement ouvrier, et le marxisme. ça permettait justement à ce que des petits universitaires, on va pas refaire le débat, mais calment le jeu sur le marxisme. Oui. Donc c'était ça aussi. Ça permettait aussi à ce que quand des gens viennent nous dire que, par exemple, Bourdieu, c'est la continuité de Marx, vous voyez? Quand vous avez une classe ouvrière formée, éduquée, qui sait lire du Marx et cetera, vous êtes un peu moins à l'aise à dire des conneries pareilles. Je ne veux pas revenir au début du live. Mais donc Hem, ouais, par rapport à ça. Donc on parlait de classes, intermédiaires, beaucoup plus comment dire? Bouchées. Moi, ce que sur la révolution algérienne, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est ça. Il y avait, par exemple, avant la révolution algérienne, avant le FLN, il y avait, le mouvement national algérien, de Messali Hadj ou, l'UDMA de Ferhat Abbas et cetera, voilà, qui étaient des mouvements beaucoup plus intégrés qui cherchait, tu vois, avec des gens, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, dans le chat, mais ça, c'est vraiment une histoire qui me passionne, qui étaient des gens beaucoup plus intégrés et donc hem, qui n'étaient pas révolutionnaires au point du FLN et donc qui cherchaient des tentatives d'égalité et qui avaient une pensée, voilà, où il fallait qu'ils fassent progresser leur dignité dans la société alors qu'ils y étaient intégrés et donc transformer la société sans l'abolir. Voilà. Et donc, bah, ça donnait des productions très culturelles, très politiques, qui ont été un échec. Parce qu'en fait, l'État français était, enfin, l'impérialisme français était tellement réactionnaire que jamais Messali Hadj ou Ferhat Abbas ont pu progresser. Et ils ont été remplacés par le FLN, c'est-à-dire un mouvement qui a totalement tué Messali Hadj avec le mouvement national algérien. Le FLN l'a totalement tué, justement parce que il a dit, mais en fait, euh, on n'a rien à s'intégrer à l'empire colonial français, on n'a pas de quête d'égalité possible, on n'a pas de possibilité de réforme à l'intérieur, il faut s'en séparer complètement et faire le FLN. Et ben, en fait, si tu prends la tradition radicale noire et puis, le Black Panther Party, c'est un peu l'inverse, mais dans le sens inverse. D'abord, le mouvement communiste était très fort, ça c'est un truc qu'on oublie aussi, le mouvement communiste était très fort aux États-Unis. Et il y a beaucoup de communistes, voilà, il y a une très, très importante femme communiste. Voilà, on cite souvent Léla Davis qui était au PC des États-Unis, mais il y a surtout Claudia Jones, voilà, vous pouvez lire Claudia Jones, c'est très intéressant. Elle n'est pas assez traduite en français. Euh, il faudrait qu'elle soit plus traduite, mais c'est une femme noire américaine qui était au Parti communiste et qui était extrêmement importante. Donc il y avait quand même une hégémonie du Parti communiste à l'époque. Et on était dans une période où on était dans la ségrégation absolue. Et donc, la sortie de la ségrégation, de la même manière qu'elle a été aussi en lien, tu vois, pas dû, avec la pensée de la décolonisation, le Black Panther Party s'est pensé comme une forme de décolonisation intérieure. Tu vois, c'était ça, c'était une forme de D'ailleurs, décolonisation. l'inspiration du maoïsme et de Fanon aussi, Exactement, par le Black Panther était explicite. exactement. Et donc, là où
après justement les droits civiques, on verra des formes, on sortira justement des lois ségrégatives structurelles, mais on verra une ségrégation systémique s'imposer. Mais du coup, cette transformation de l'intégration des Noirs, et je rappelle un truc, hein, vous savez ce que c'était les lois? Alors les lois de Jim Crow, c'est fin du 19e, c'est vraiment les lois de la ségrégation qui seront abolies avec les droits civiques. Vous savez, c'était quoi la devise? C'était séparés mais égaux. Oui, c'est vraiment un truc qu'on a du mal à se rendre compte. Séparés mais égaux. C'était la devise des lois de Jim Crow. Et on verra, cette abolition de ça, on verra que en fait, ils ont été réunis mais inégaux. Donc ça donne deux sociétés différentes avec deux formes d'opposition différentes. Une où justement la séparation est fondamentale et donc le renversement de l'autre côté qui t'empêche est fondamental. Là où la réunion mais inégale va t'avoir des stratégies beaucoup plus réformatrices, intégrationnistes, etc. Et c'est pour ça qu'on verra la transformation des mouvements. Mais ça, c'est Et intéressant. même la Parce que... transformation des gens, tu vois, Et même c'est- par mais- exemple Davis a une évolution du marxisme, Exactement. quelque chose qui est beaucoup plus, Voilà. qui est Et c'est beaucoup pour plus ça que, réformiste, on va dire. et c'est pour Tout ça, par comme exemple, Lukács a une évolution de sa pensée selon le monde où il vit, et c'est ça être matérialiste. et il y a pas, et il y a Toi aussi. clairement pas, en plus de spécificité au fait que ce soit le sujet noir, parce que le sujet prolétarien, et c'est ça qui est intéressant si on voit le marxisme est efficient ou pas, le sujet prolétarien a été coincé dans la même contradiction. Le réformisme des sociétés occidentales ne vient pas d'une espèce de, comment dire, hasard ou arbitraire ou pulsion, pulsion réformiste chez les ouvriers blancs. Il vient de son intégration. Le prolétariat, quand il n'y a pas encore l'État-providence, la construction étatique, etc., le prolétariat est une société à l'écart de la société à la période de Marx. C'est vraiment, regardez le film Le Jeune Marx de Raoul Peck, vous Non, verrez mais je ça. pense que tu te trompes. Non, je pense que tu te trompes. Je pense que moi, je suis freudo-marxiste et je pense qu'en fait, c'est que les ouvriers, avec la société de consommation, tu vois, leur désir pulsionnel, il est passé dans des consommations faciles et c'est ça qui explique en Voilà. fait le fait qu'ils soient plus révolutionnaires. Mais Je pense que tu c'est une vois, explication qui est beaucoup plus efficiente que ouais, l'explication de l'explication matérialiste électrique. c'est l'homme unidimensionnel de Marcus, quoi. Mais tu imagines le niveau de conneries qu'il faut pour te dire ça, c'est hyper intéressant, tu vois. C'est ça. Mais c'est ce qui a été dit. Et donc, en fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, ce qui fait la tendance réformiste et non révolutionnaire, c'est justement que le prolétariat, pareil, s'intègre à la société. Il fabrique des institutions prolétariennes, il a des représentants politiques, syndicaux. C'est pas suffisant. Mais le fait de créer justement des élites à l'intérieur du prolétariat dans son hétérogénéité qui vont être beaucoup plus intégrées et beaucoup moins exclus, donc beaucoup moins oppositionnels, les rend beaucoup plus réformistes que révolutionnaires. Pourquoi? Parce que quand vous êtes réformiste, ça veut dire que vous ne vous satisfaisez pas de la société, mais vous ne pouvez pas non plus l'abolir du jour au lendemain. Parce que vous êtes dans une situation intermédiaire. C'est pour ça que c'est les classes intermédiaires qui sont beaucoup plus réformistes qu'oppositionnelles. Quand vous n'obtenez rien de la société, bah, vous pouvez être totalement révolutionnaire. Vous voyez? Mais le problème de ça, c'est que il y a une Attends, juste, contradiction. il y a quelqu'un qui Vas-y. dit ouais, mais le niveau de confort matériel compte pas mal quand même aussi. Oui, mais si tu veux, les freudo-marxistes, ils pensent au niveau de consommation au niveau individuel, en mode ton Voilà. désir individuel. Et là, on parle de sujet collectif, du prolétariat en tant que sujet collectif et de son intégration à la société. Évidemment, quand tu as des représentants syndicaux et que tu as la sécurité sociale et que tu as tout ça, tu vois, ton niveau de confort matériel est supérieur, tu vois. Mais les freudo-marxistes inversent le truc et Hmm. te disent c'est parce qu'il y a la consommation presque les gens tu vois leur désir ils passent dans la consommation et tu vois ils sont presque hypnotisés tu vois par le c'est ça qui fait que l'analyse elle est pas matérialiste et qu'elle est pas marxiste parce qu'elle passe pas par la classe tu vois. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut être petit bourgeois, et même bourgeois et révolutionnaire? Oui, bah, déjà, on peut tout être à l'échelle individuelle. Mais c'est là où il y a une dialectique. C'est que, tu vois, quand tu es trop intégré, tu es forcément conservateur. De fait, les gens les plus intégrés au capitalisme, bah, c'est les capitalistes, quoi. Euh, Quand tu es entre les deux, c'est-à-dire tu es intégré mais pas tout à fait, tu es un peu réformiste, quoi. Puis quand tu es totalement à l'écart, tu es oppositionnel. Je vais pas dire que tu es révolutionnaire. Pourquoi? Parce que tu peux être à l'écart, et tellement à l'écart, et ça c'est la précarisation absolue, que tu n'as plus du tout de lien avec cette société,
et donc tu n'as plus de possibilité de la transformer. Tu vois? C'est-à-dire que tu n'as plus aucune manette et aucun contrôle sur cette société. La force du prolétariat, à un moment donné dans sa construction historique et dans sa construction révolutionnaire, c'est qu'il était très oppositionnel, parce qu'il n'obtenait rien de la société dans laquelle... En même temps, très important dans la reproduction sociale. C'est-à-dire que rien ne pouvait se faire sans lui. Donc c'est pour ça qu'il était extrêmement révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il était indispensable, mais n'obtenait rien de la société à laquelle il participait. Donc là, il avait les doubles choses. La main sur les machines et rien du tout en confort. Et effectivement, En pouvoir aussi. en pouvoir, en confort, tu as raison, etc. Et effectivement, son intégration, et ça c'est un débat, l'intégration du prolétariat, c'est vrai, vous savez, c'est le débat fondamental de la fin de la Seconde Internationale. Vous voyez, on parle souvent du révisionnisme comme Bernstein. Bernstein, c'est lui qui dit bah non, en fait, la révolution n'est plus possible parce que le prolétariat est intégrationniste. Il voit ça et vous savez... Ah, merci beaucoup l'humanité qui nous envoie 206 Ah, camarades. sympa, l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, on est en train de parler justement de prolétariat et Voilà. des débats sur l'intégration ou non du prolétariat. On est en train de parler de marxisme un petit peu, ça devrait vous plaire. Voilà. Donc l'intégration du prolétariat à la société, elle se fait tendanciellement, et Bernstein, et elle se fait tendanciellement en plus d'abord dans le pays le plus avancé en termes capitalistes dans le monde et en Europe, c'est l'Allemagne. Voilà. Et donc, c'est pas par hasard que ces débats naissent là avec Bernstein, Kautsky et Luxembourg. Luxembourg dira non, il y a une spontanéité révolutionnaire, et Bernstein dira non, 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 il est en train de s'intégrer. Donc, le fait qu'il s'intègre petit à petit, il va être tellement important et tellement intégré qu'il va avoir les manettes et qu'on va pouvoir transformer la société du capitalisme en socialisme, réforme par réforme. Et il y a quelqu'un qui arrive là-dedans, qui troll tout ça, qui s'appelle Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine pour les intimes, voilà, et qui va, comment dire, sortir de cette contradiction et qui va dire oui, Bernstein a raison, le prolétariat est intégrationniste, il y a une tendance, le capitalisme moderne va intégrer petit à petit le prolétariat, mais il faut qu'il perdure dans sa potentialité révolutionnaire. Donc c'est pour ça qu'il va concevoir la stratégie léniniste de l'avant-garde ouvrière, etc. C'est-à-dire pour dire il faut des gens former un parti d'avant-garde pour maintenir la conscience, élever la conscience révolutionnaire d'un prolétariat tendanciellement intégrationniste. Vous voyez, c'est de dire il est attiré par le bas et l'avant-garde, c'est la main qui le retient vers l'intégrationnisme, par la conscience de classe, par les professionnels de la Révolution et par le parti. Et Lénine fera ça. C'est pour ça que c'est un personnage. C'est peut-être, voilà, le monde moderne a des personnages les plus importants parce qu'il résout cette contradiction de intégrationniste ou révolution. C'est ça l'intégration. Réforme ou révolution. Lénine dit, ok, parce que réforme, donc révolution. Et donc Lénine est un type passionnant. Ouais, carrément, ouais. Carrément, je vais pas te dire le contraire, on va pas dire le contraire aux camarades de l'humain. Est-ce qu'on se fait des capsules? Parce que là, on a 0 capsule à sortir avec ce que tu nous racontes là. Mais je pense que ça a plu aux gens, on en reparlera d'autres fois, de toute façon, on a déjà parlé un peu de ça, mais vraiment, c'est super intéressant et je pense que là, on montre justement la concrétisation contre un peu les malformations du marxisme, les gens qui pensent à un réductionnisme économique. Non, en fait, c'est une pensée des sujets collectifs dans l'histoire et justement, on essaie de partir des sujets collectifs pour voir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils peuvent aller, la catégorie du possible, dont on parle souvent, où est-ce qu'ils peuvent aller, comment on les emmène là-bas, comment est-ce qu'on peut pas les emmener là-bas, comment est-ce qu'ils peuvent évoluer. Et c'est pour ça que c'est une pensée de la transformation tournée vers le futur et tout ça, quoi. Ça, et ça doit résoudre des problèmes. Voilà, c'est pas à la fin, c'est pas de. Vous voyez, on parle de justement l'épistémologie, tout ça, la révolution. À la fin, c'est des problèmes concrets. À la fin, quand Lénine fait tout ce travail-là fantastique, à la fin, c'est pour dire bon, ok, maintenant, il va falloir que je fasse la révolution avec un prolétariat à tendance intégrationniste, une paysannerie à tendance propriétariste. Quelle stratégie je mets en place? Et nous, à notre petite échelle, on va sûrement pas se comparer à Lénine. Quand on fait le graphique, c'est pour ça que les gens, je sais pas, vous aimez bien ça. On fait la même. On essaye de se dire, bon bah voilà,
quels sont les sujets collectifs concrets, leur rapport au monde, voilà, et donc leur vision du monde, leurs possibilités et leurs limites. Vous voyez, il y a des choses qui sont inatteignables pour certains groupes sociaux. Ça, il faut bien vous mettre ça dans le Et crâne. ça, c'est le problème des gauchistes maximalistes, tu Ah, sais, qui mm, veulent que tu proposes à un groupe social, genre, je sais pas, la paysannerie de 17, de lui dire, on va abolir toute propriété agricole ou je sais pas trop quoi. S'il est dit, il propose ça, en fait, il a rien. Alors que s'il dit la terre aux paysans, c'est différent, tu vois. Tu peux pas proposer exactement les mêmes choses tout le temps, quoi. exactement. Et donc, cette façon de penser, à la fin, elle doit déboucher sur des choses contraires. Elle doit dire, bon, bah là, par exemple, Lénine, tiens, je te donne un exemple. On en a déjà parlé dans une autre, mais bon, allez, c'est cadeau, un truc typique. Justement, ça veut dire, Lénine va dire, oh là là, on va... Et c'était un débat avec Luxembourg fondamental. Il dit, on va proposer dans le programme du POSDR, le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, voilà, il va dire, on va proposer la distribution des terres aux paysans. Alors là, la gauche communiste, Luxembourg dit, What? La distribution des terres? Mais attendez, non, il faut la nationalisation, la socialisation, etc. Et Lénine vient, il dit, mais si je fais ça, jamais je pourrais les avoir dans mon camp. Jamais je pourrais les avoir dans mon camp. Parce que l'idée même de dire à quelqu'un qui est petit propriétaire, qui se fait reprendre par un koulak, non mais en fait, la solution à ton problème, c'est que tu ne reviennes pas à ta propriété et que tu deviennes un ouvrier d'un grand champ étatisé. C'est une idée complètement débile. Et Lénine va dire, mais vous êtes complètement fou. Vous êtes en train d'essayer de vendre un truc incompréhensible à des gens. Vous voyez? Et donc, Lénine est un stratège fantastique, justement, parce qu'il fait l'analyse de la situation concrète, parce qu'il fait l'épistémologie, et à la fin, il vient dire, voilà comment je construis mon programme concret. Je viens donner le maximum de potentialités transformatrices et révolutionnaires à tel sujet collectif. Et nous, quand on fait le graphique, on fait ça. On regarde, voilà, les médecins. Bon, les médecins, on se rend compte qu'à l'intérieur, essayez de leur dire, vous allez vous installer à Mulhouse, à Besançon, à Sochaux. Bon, ça va être compliqué. Donc, il va falloir trouver une technique, vous voyez, Alors qu'il y en a 40% des jeunes qui veulent devenir salariés, comme disait Zoé, et donc voilà. du coup leur proposer le salariat, leur dire comme ça tu vas avoir des vacances, tu vas avoir, je sais pas, tu vas avoir un horaire maîtrisé, t'auras pas à battre à la chaîne des actes pour te faire de l'argent, mais tu vas pouvoir t'occuper mieux de tes patients, tu vois, ça c'est tout à fait compréhensif, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, les gens, déjà, tu es dans une société où du coup, tu as un petit peu la main sur les médecins quand même. Ils deviennent soignants en tant que tels, ils deviennent soit fonctionnaires, soit tu les rends plus publics. Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois. Alors, si tu leur dis, frérot, demain, t'es balancé toute ta vie dans je sais pas quel endroit, et puis, enfin, j'en sais rien, tu vois, et puis tu vas bosser 70 heures semaine, les mecs, ils vont dire, non, en fait. Et en fait, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Tu vas pas les avoir. Alors, les médecins, c'est une petite proportion de la population, donc à la limite, c'est pas très grave, mais il y a des catégories de la population dont le maximum de conscience possible n'est pas la conscience révolutionnaire, n'est pas la conscience maximale du sujet le plus dominé de la population, mais dont tu as quand même besoin, et donc tu es obligé d'essayer de trouver un programme qui dans la dynamique peut t'amener à la révolution, mais qui peut ne pas faire fuir ces mecs-là, quoi. Voilà. Et ce qui est intéressant, Zoé, elle le montre bien, c'est de dire, peut-être qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas les contradictions. Vous voyez, quand par exemple, ça c'est une contradiction matérielle, quand le système de santé fonctionnait plutôt pas mal, et que les gens, ils voulaient avoir... Vous savez, j'ai parlé de Mills tout à l'heure, mais on en reparlera. C'est toujours de dire, il y a toujours une rente directement économique, mais il y a aussi une rente dans l'ordre social qui est symbolique, idéologique, etc. Quand vous êtes médecin, vous n'avez pas simplement une rente économique. Vous avez aussi une rente symbolique de la place du médecin dans la société. Son niveau de diplôme, vous voyez, c'est l'axe vertical du graphique. Vous voyez, son niveau de décision, etc. Donc, c'est aussi cette rente-là. Attends, il y a plein de gens qui préfèrent un médecin qui gagne, je sais pas, 8000 balles par mois qu'un nouveau riche, entre guillemets, tu vois, café, trader, machin, et qui gagne 20 000 parce qu'il n'a pas la place du médecin dans dans le truc, un petit peu, la notabilité, quoi. Exactement. Il n'a pas la notabilité.
Exactement. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un système fonctionnel, mais Zoé, elle expliquerait mieux que moi, mais quand vous êtes dans un système fonctionnel, voilà, bah, tout de suite, en fait, le capital symbolique, il arrive. Donc, bah, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste juste à prendre le capital économique. Mais aujourd'hui, avec la destruction du service médical, du tien, etc., vous allez vous rendre compte que va falloir faire le choix entre le symbolique et l'économique. C'est-à-dire que ça va devenir, tu vois, pas une contradiction entre les deux. On va se retrouver là, une possible contradiction entre, ok, je vais avoir le rôle symbolique de médecin, mais en fait, je vais moins gagner ma vie. Voire même, en fait, je vais grave bien gagner ma vie, mais il y a des gens comme Zoé et Chris qui font des vidéos pour se moquer de nous à partir des bandes dessinées de vie de Karama. Mais nous, on vous le dit clairement. Oui, les médecins libéraux là qui manifestaient, on va vous mettre la pression. Donc Moi, j'ai pas dit ça, hein, évidemment. Moi, non, je bien n'ai sûr. jamais, moi, je n'ai jamais dit ça, hein. Non, moi je le fais. Vous couperez dans la capsule. Mais on va vous mettre la. Moi, je vais vous mettre la pression parce que je suis pas médecin. Ouais. Je vais vous mettre la pression parce qu'en fait, on va dire non, 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 vous allez peut-être avoir les vacances au ski, la Range Rover Evoque et puis la maison de vacances, mais par contre, on va vous faire passer pour des connards. Je vais vous faire passer pour des connards parce que les autres sont dans le respect de la confraternité. Et bien là, vous voyez, il y a une tension qui va se passer, une tension entre le symbolique et l'économique. Et bien cette tension, elle est dialectique. Et cette tension dialectique, elle va faire bouger, potentiellement révolutionnaire, une partie de ce sujet collectif. Et nous, quand on fait le graphique, c'est pas que de la branlette. Norman nous a dit que c'était de la sociologie électorale. Ouais, si tu veux, c'est marrant. Mais c'est pas que de la branlette. C'est aussi pour dire, bah, en fait, paradoxalement, on n'a jamais eu autant de prolétaires dans le monde capitaliste, dans le monde occidental. Jamais le prolétariat a été le plus comment dire, le plus aussi hégémonique. Mais à l'intérieur de ce prolétariat, il y a une hétérogénéité. Il y a une hétérogénéité. Il y a des cadres, il y a des professions intermédiaires, des employés, des ouvriers. Et ben, nous, ce qu'on considère avec Padus, c'est de considérer que cette hétérogénéité fait qu'ils n'ont pas tous le même niveau, comme on dit en marxisme, de conscience possible. Et c'est pour ça qu'on essaye avec le. Quand on dit. Ça, c'est pas de la blague. Quand on dit. Ben, les 32 heures, c'est quelque chose qui est atteignable par l'intégralité du prolétariat. Comme logique. Voilà. C'est quelque chose qui profite à l'intégralité du prolétariat. Donc, c'est une mesure fondamentale qui peut unifier le prolétariat. Là où des mesures plus centrées sur les cadres, d'autres plus centrées sur les employés ou les ouvriers, pourront créer de la dislocation à l'intérieur du prolétariat. De la même manière, là on parle des logiques économiques, à l'intérieur du prolétariat, il y a des logiques de race, il y a des logiques de genre, donc c'est aussi pour ça qu'il faut penser le racisme, penser le genre dans le prolétariat pour essayer de trouver, pareil, des mesures qui permettent de sortir de l'hétérogénéité, voire de la conflictualité interne au prolétariat. Voilà. J'aime bien, on a parlé d'épistémologie pendant 30 minutes et Zoé résume efficacement. On la connaît comme ça, Zoé, elle est efficace et concrète. Voilà. Faut prendre le monde tel qu'il est pour réfléchir efficacement à comment on fait pour l'amener là où on veut. Bah, c'est vrai que c'est Voilà. un bon résumé de l'épistémologie marxiste, hein. Donc ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ça doit jamais être Marx, vous voyez, moi, je vais... la thèse 11 de Marx, la plus connue, c'est les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit de le Oui, il s'agit transformer. maintenant de transformer. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. C'est de dire, mais il n'est plus possible de faire de la philosophie spéculative où on parle juste de métaphysique, où on essaye de penser des choses, etc. À la fin, et c'est pour ça qu'on parle de science quand on parle de marxisme, à la fin, toutes ces questions théoriques doivent avoir des débouchés pratiques. Voilà. Et toutes les débouchés pratiques doivent réinterroger les questions théoriques. Mais c'est toujours la question, par exemple, quand vous voyez des théoriciens, des philosophes, et vous avez raison de nous attaquer là-dessus, vous devez toujours vous poser la question en marxiste, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce que tu racontes? Si vous ne vous posez pas cette question, mais à quoi ça sert? Et alors la meilleure question, c'est pas totalement à quoi, c'est même à qui ça sert.
Parce que là, vous pensez le sujet qui est derrière. Ce ne sera jamais un sujet individuel, c'est un sujet collectif. Mais à qui ça sert ce que tu racontes? À qui ça sert? Là, vous pouvez vous dire, ah, mais peut-être que Chris, en fait, il est un peu réformiste parce qu'il est dans une partie intermédiaire du prolétariat, il n'est pas précarisé. Oui, vous avez raison. Moi, je suis sûrement beaucoup plus réformiste, je serais peut-être beaucoup plus révolutionnaire. J'étais beaucoup plus révolutionnaire quand j'étais dans une partie plus basse du prolétariat. Maintenant, je suis dans une partie plus haute du prolétariat. Oui, je suis devenu peut-être réformiste, effectivement. Et ça, c'est mes limites pratiques. Voilà, il y a d'autres limites, d'autres biais. Mais vous devez toujours vous poser, effectivement, à qui ça sert euh, les questions théoriques, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, on parlait tout à l'heure des gens qui développent des philosophies tragiques, un peu plus ou un peu plus romantiques. Tu parlais de la dignité notamment, tu vois. Et on parlait des différentes générations du mouvement noir américain. Mais ça me fait penser aussi, tu sais, aux romantiques allemands, tu vois. Et t'as un peu évoqué ça, mais des gars qui, alors que la France a fait sa révolution, alors que l'Angleterre déjà a fait sa révolution depuis 150 ans, hein, on rappelle que la révolution anglaise, elle est 100 ans avant la révolution française. Voilà, donc l'Angleterre a fait sa révolution, la France a fait sa révolution, mais la bourgeoisie allemande n'arrive pas à faire sa révolution. Et la bourgeoisie allemande, il y en a toute une partie qui va dégénérer dans le romantisme. Avec des mecs, je sais pas, des Fichte, Ouais, ouais. des Schelling, des mecs comme ça, qui vont. Alors que Kant était quand même. Bon, il est beaucoup plus abstrait que des penseurs de la Révolution française comme Rousseau, tu vois. Mais poser encore des questions un peu plus. Qui étaient un peu plus usuelles et des questions sur le monde concret, eux, ils vont tomber totalement dans des trucs romantiques où on essaie de, tu sais, de trouver dans le sujet, à l'intérieur du sujet, l'infini de je ne sais pas quoi, tu vois, vraiment quelque chose de presque subjectif et sensuel, tu vois. Enfin, vraiment, Ouais, ouais. et c'est parce qu'ils sont dans une position de merde, en fait, où ils peuvent plus faire la révolution, ces mecs-là. C'est ça. Et c'est une pensée ouais, tragique. Euh, Il y a quelqu'un dans le chat qui me dit à quoi ça sert quand tu dis Nams sur Ajari? Et je vais essayer de répondre euh, vraiment là sérieusement et avec respect pour Norman. Quand Norman nous dit par exemple dans la deuxième vidéo avec Wissam qu'effectivement lui ce qui le pose problème et il a tout à fait raison là-dessus de l'explication matérialiste de la négrophobie, c'est qu'il n'en a pas trouvé de bonne. Bah, ça, je veux bien l'entendre. Voilà. Et quand il vient justement, il nous donne un peu le point en nous disant effectivement, l'afro-pessimisme n'est que descriptif de la situation. Il n'est pas capable d'être voilà, prescriptif. C'est vraiment ce que dit Norman. Hein, donc voilà. Eh bien oui, on va considérer que juste décrire la situation, c'est insuffisant. Ça ne va pas servir justement le sujet qui porte ça à transformer le monde. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, quand on a justement des processus, comme tu l'as dit, coincés dans la description, coincés dans la, ce que disait par exemple Marx à Feuerbach, c'est quand il disait dans la thèse 1 contemplatif. Vous voyez, c'est un matérialisme contemplatif. Voilà. Et ben, ce que dit Marx, c'est dire quand vous êtes contemplatif, vous n'avez pas la main sur le monde. Et donc, on va considérer que toutes ces philosophies-là, contemplatives, descriptives, idéalistes, ne permettent pas aux sujets qui les expriment, donc que ce soit là, c'est pas spécialement là on parle d'épistémologie, hein, là c'est pas spécialement l'afro-pessimisme. Il y a plein de philosophies contemplatives coincées pour d'autres classes sociales, d'autres sujets sociaux, d'autres sujets collectifs. Quand vous exprimez des philosophies contemplatives, eh ben vous êtes en général incapable de transformation. Un des sujets moi dont je parle souvent, c'est Lucien Goldman dans son livre Le Dieu caché, toute une étude sur le jansénisme dans la noblesse de Rome. Voilà. Donc, le jansénisme, c'est une vision du monde chrétienne catholique particulière, très rigoriste. Voilà. Et donc, Goldman explique et montre que cette vision du monde janséniste très rigoureuse, c'est la vision de la noblesse de Rome, c'est-à-dire une partie de la société qui aurait les aspirations de la transformation comme la bourgeoisie, mais qui, coincée dans la noblesse,
c'est-à-dire dans l'aristocratie, dans l'ancien ordre, ne peut pas résoudre ses aspirations. Et donc, elle est obligée de les sublimer intellectuellement, et donc là, religieusement, dans un monde extérieur à elle-même, dans un monde parfait. Vous voyez, dans un monde de Hmm. Dieu qui ne pourra jamais se réaliser. Comme elle ne peut pas réaliser elle-même concrètement la révolution que la bourgeoisie promettra, elle est obligée de s'inventer ce monde-là comme irréalisable. Et elle a un rapport au monde extérieur, très donneur de leçons, très pénible, ils se finiront par tous se faire, voilà. Parce que justement, et c'est pour ça que ça s'appelle le Dieu caché, c'est Pascal, voilà, cette tragédie d'être sûr que Dieu est là, mais de se résoudre au fait qu'il n'apparaîtra jamais. Et ben c'est la même tragédie que la noblesse d'Europe, c'est-à-dire de dire, il est possible que ce monde soit bon, mais jamais nous le pourrons parce que nous n'avons pas la main dessus. Voyez, et donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit ce que c'est de la pensée tragique. Et moi, je veux bien discuter de ça avec Norman et de faire le rapprochement entre l'afro-pessimisme et ça. C'est effectivement des pensées tragiques. Moi, je trouve que, par exemple, la pensée de la négritude a ce même rapport. À un moment, Norman parle d'Ado Tevye qui, justement, a fait une critique extrêmement violente de la négritude de Senghor, de Césaire, etc. Et c'est une pensée tragique parce que c'est une pensée qui, effectivement, voit un monde horrible, comprend qu'il n'est pas tenable, qu'il produit de l'indignité, de la violence, de l'insupportable, etc., mais n'a pas les ressources matérielles pour pouvoir le transformer et en sortir. C'est pour ça que c'est ce que ça s'appelle pessimiste, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça l'afro-pessimisme, parce qu'il y a un côté, effectivement, tragique de voir ce monde, en avoir un possible en soi, imaginable, bien meilleur, mais d'être incapable de le réaliser. Voilà. Et du coup, je trouve que ça fait aussi ces analyses-là. Des fois, j'en parlais avec un ami qui est plombier et qui m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit le problème de ces analyses, c'est pas qu'elles soient vraies ou fausses, c'est qu'elles servent pas en fait. Elles servent pas la lutte. Et il m'a dit, il va faire un rapprochement un peu avec son boulot. Il me disait, ouais, c'est comme moi, tu sais, si je change un lavabo, je vais pas sortir tous mes outils, tu vois. Ouais. Et ce qu'on disait avec Lénine, c'est que Lénine, lui, ce qui l'intéresse, c'est de changer le lavabo, tu vois. Il se dit, comment est-ce que je fais la révolution? Comment est-ce que je fais pour transformer, tu vois. Il commence pas à sortir tous ses outils, tout décrire, tout machin. Et il est là aussi le problème parfois de ces pensées qui sont contemplatives du monde. C'est Ouais. que, évidemment, et on le disait tout à l'heure aussi, même par rapport à nous, tu sais, que si on peut s'intéresser à l'ontologie ou des choses comme ça, bah, des fois, quand tu as un sujet dans des périodes où bah, il n'y a pas trop de transformation sociale, tu commences à faire de la théorie sur des trucs qui servent à pas grand-chose, tu vois. Qui Ouais, servent à pas c'est ça. grand-chose. Bah, Et en fait, parfois, tu es dans des moments où tu as besoin de ça, tu vois, et c'est différent. alors, voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que ça sert jamais. Moi, Non, non, je vais non. être très, voilà. Je pense que ça sert toujours. Mais c'est qu'en fait, c'est le maximum de service que ça peut rendre. C'est le maximum. Moi, je dis souvent pour un peu pousser le truc, c'est de dire quand vous êtes dans la pensée esthétique, c'est déjà que vous êtes plus capable de faire la révolution. Et là, ça n'a rien à voir avec l'afro-pessimisme, hein, mais ou que ça annonce des révolutions futures, mais de sujets encore un peu coincés. Le mec clash Antoine Goya, super. Hein. Ah bah, s'il y a bien un sujet coincé entre ses aspirations et son intégration, c'est bien les profs. Mais du coup, voilà. Ouais, je pense que oui, la survalorisation de l'esthétique est comment dire, une sublimation de l'incapacité à transformer. Voilà. Euh, on, on, on T'as dit sublimation, c'est un concept psychanalytique. Hein. Ouais, non, c'est un concept physique, c'est le passage de l'eau au gaz. Non, mais t'as le droit, Mais, c'est pas un souci. mais non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une pratique qui ne, comment dire, qui est un peu, qui est un peu tragique effectivement. C'est-à-dire, c'est la transformation des choses dans leur apparence, dans leur, comment dire, dans leur sensibilité, mais jamais dans leur matérialité totale. Voilà. Et donc, souvent, quand vous voyez des transformations esthétiques, elles sont souvent portées soit par des sujets coincés, euh,
soit par des sujets, tu vois, en devenir révolutionnaires. C'est soit des sujets qui ne peuvent pas, révolutionner le monde, soit des sujets qui, comment dire? Et qui s qui vont devenir révolutionnaires, mais qui sont encore trop jeunes, tu vois ce que je veux dire? Trop incapables. Donc la seule main qu'ils ont dans la transformation des choses, bah, c'est leur sensibilité, leur, empirisme, heu physique, sensible, émotionnel, mais pas la transformation concrète des rapports sociaux. Bah, Pardon pour ça, hein, pardon pour, cette digression, le non, non, chat. non, c'est super intéressant et en fait et c'est là où c'est marrant parce que quand on parle d'épistémologie, on perd les gens et quand on fait de l'application de l'épistémologie, c'est-à-dire que tu passes à l'analyse, mais en fait, c'est aussi l'épistémologie qui t'a permis de faire ces analyses. Là, j'ai l'impression que tout le monde t'écoute et dit: «Ah ouais, c'est intéressant, il parle de sujets collectifs». Ça paraît concret, tu vois, tout de suite. Alors que Bah, quand c'est tu dis: toujours «Bah non, concret. mettre les sujets collectifs à la poubelle, c'est un peu de la merde», là, personne comprend ce que tu racontes. Enfin, personne, il y a des gens qui comprennent, tu vois, mais Bah c'est intéressant. à la fin, je te dis, c'est des catégories, sujet collectif, identité, sujet, objet, vision du monde, conscience possible, qui vont faire que tu vas essayer de comprendre les rapports sociaux. Oui, Exactement oui, que oui. si vous voulez faire de la physique, il vous faut la catégorie de l'atome, de la molécule, de la particule, du boson de Higgs, etc. Vous voyez? Si Mais vous c'est voulez nos faire des... outils, en fait. Mais C'est c'est comme, en fait, vous regarderiez peut-être pas, je sais pas, Stephen Curry faire des 3 points à l'entraînement, tu vois? Peut-être que ça vous casse les couilles, mais quand il est en match et qu'il les met, là, vous êtes content. Mais en fait, les 2 sont liés. C'est pas ce qu'il y a eu de l'entraînement, parce qu'il y a eu, tout un tas de choses qui ont été travaillées et qui sont ses outils à lui, je sais pas, tel dribble, telle passe, tel machin, qu'après ça vous fait kiffer et que vous voyez l'efficience et qu'il y a des matchs qui sont gagnés, tu vois? Et c'est exactement pareil avec la théorie politique et c'est pour ça que quand Lénine dit qu'il n'y a pas il y a pas de pratique révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, il a raison. Tu peux pas aller directement en donnant ton avis sur tout sans avoir rien travaillé et tout. Tu es obligé de passer par de la théorie et tu es obligé de passer aussi par de l'épistémologie. C'est pour ça que ces débats, ils sont importants et qu'en fait, ils sont très concrets, même s'ils paraissent chiants a priori aux gens. Et je peux le comprendre, sincèrement. bah, c'est clair. Mais oui, oui, non, mais oui, oui, moi je peux comprendre. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours, comme tu dis, c'est pour ça aussi qu'on manque de... On va essayer de faire des choses, mais que, il y a pas cette question-là quand il y a un parti de classe, vous voyez? Quand vous posez ces questions-là, dans une organisation de classe, il y a pas de problème. Parce que vous savez très bien pourquoi vous venez, à l'éducation. Enfin, vous voyez? Vous savez très bien pourquoi vous mettez en œuvre ces connaissances-là, parce que vous savez que derrière ça doit vous aider à lutter, à l'usine, à monter une grève et cetera. Effectivement, la disparition des organisations de classe et donc de ces formations-là ont polarisé, la société moderne avec une division du travail de la connaissance, l'université, les centres de recherche et cetera, voilà, et le monde de l'exécution, qui est le monde du travail. Donc il y a des gens spécialistes en connaissance et des gens spécialistes en un peu comme le clergé et le tiers-état. Il y a plus de noblesse, mais il reste le clergé et le tiers-état, admettons. Et ben, l'organisation de classe, en fait, elle permettait de résoudre les 2. C'est-à-dire de un, vous savez que vous avez une position, dans le rapport de production. 2, vous vous formez intellectuellement et 3, ça vous aide à mener la lutte, voilà. Et donc cette séparation-là, et ben, elle crée ces problématiques de, à quoi ça sert toute cette théorie? Et donc recréer des organisations de classe, c'est aussi recréer la compréhension des nécessités de cette totalité d'activités. Mais tu parlais de la séparation, tu vois, entre les sachants et puis les gens qui sont censés être les pratiquants du truc, tu vois. Et moi, tout à l'heure, l'autre jour, ça m'avait un peu choqué. Il y avait un journaliste, voilà, qui disait: «Ouais, mais moi j'ai fait des études là-dedans en sciences politiques, donc moi je sais ce que je dis et tout», et puis en gros, tu sais, il critiquait des gens qui avaient pas fait d'études en sciences politiques, tu vois? Et ça, je trouve ça hyper, enfin, c'est hyper spécifique à notre temps, tu vois? Genre, à quel moment, genre, il y aurait Robespierre ou Lénine ou je sais pas trop quoi, qui se ferait cracher à la gueule dessus par un type qui aurait fait, qui aurait fait Sciences Po ou je sais pas trop quoi en politique, tu vois? Je trouve que c'est hyper, on croirait que la politique a été, kidnappée par une caste de gens qui font des études en politique, tu vois? Alors que justement, bah, ce Exactement, truc-là crée des biais de fou, tu vois? Parce que, exactement. les gens les plus dominés, les plus exploités dans la société, c'est jamais des gens qui ont fait des études en politique, tu vois? Exactement, exactement, et c'est un vrai problème de division du travail et qui pose un souci. Et d'ailleurs, tout le monde comprend le problème,
heu, dans le monde du travail très organisé, heu, quand vous avez, des types payés, des ingénieurs et cetera, qui connaissent pas le process, qui connaissent pas la ligne de production, qui connaissent pas l'atelier, qui viennent, pondre des décisions ou de la connaissance de la ligne, sans de l'extérieur et des trucs inapplicables. Vous voyez? Des gens qui viennent, je sais pas si vous travaillez dans le monde, moi c'est mon milieu, moi, le monde industriel, mais voilà, et vous travaillez et vous avez des gens qui viennent vous dire: «Ah bah, en fait, il faudrait faire comme ci, comme ça», et puis en fait, vous vous rendez compte que, bah, les gens ils connaissent pas les contraintes concrètes de la ligne, de sa cadence, de voilà. Et donc là, tout le monde comprend que cette division de dire: «Mais attendez, à quel moment c'est des les gens qui produisent de la connaissance de ce milieu concret, ils le pratiquent jamais, et à quel moment les gens qui le pratiquent, c'est-à-dire les gens sur la ligne, les ouvriers, les employés, voilà, ils di ils, ils décident jamais, ils construisent jamais de connaissances». Bah, vous voyez le comment dire? L'inefficience de ça. Et ben sur le monde intellectuel et politique, c'est la même chose. Heu, Quand vous avez des gens qui sont payés pour produire, du savoir politique, mais qui seront jamais ni militants politiques, ni élus, ni, dans les, comment dire? Dans des organisations à destination de transformation de la société, bah, il y a de fortes chances que qui racontent soit assez éloigné des nécessités des gens qui ont envie de transformer la société, qui sont réellement engagés dans la politique. Vous voyez? C'est exactement la même chose parce que vous avez séparé, le 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 producteur de la connaissance du contenu et de l'objet de cette connaissance. Voilà, et ben cette séparation, elle est pas, gage de lucidité en marxisme. Elle est plutôt gage d'incompréhension et de bêtise. Donc, quand vous voyez cette séparation-là, bah, vous voyez des choses qui peuvent être totalement hors sol. Voilà, totalement hors sol, et ce qu'on avait comme question tout à l'heure, c'est inefficiente. Vous vous dites: «Mais à quoi servent ces masses de connaissances? Est-ce que c'est pas simplement une bureaucratie qui tourne en rond et qui, comment dire, s'auto-reproduit parce que, comme elle est, comment dire, payée pour ça, comme elle reproduit ses conditions d'existence en faisant ça, bah, elle le fait, 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 sans plus aucune nécessité concrète, quoi. Donc heu quand vous êtes dans le monde du travail, vous allez le vivre très facilement. Et ben, dans le monde de la politique, dans le monde de la soci de la connaissance totale de la société, c'est la même chose. C'est pas, le fait d'avoir des gens dédiés à de la connaissance, théorique, du monde n'est pas un gage de la solidité de ces connaissances. C'est pas parce qu'ils y passent, 40 heures, 50 heures, 30 heures toutes les semaines à faire que ça, sans jamais avoir la pratique concrète de leurs objets, bah, c'est pas un gage de la pertinence de cette, ou de l'approfondissement de cette connaissance. C'est même plutôt un gage, comment dire? D'éloignement et donc d'inefficience. Il y a Movinclo qui dit, «Chris et Paddy ont été méprisants envers Wissam et Norman avec un côté: "Ils sont mignons mais ils ne servent pas leur cause"». Et une Attends, attends, perso attends, attends, attends. Non mais déjà, Bovie Chloé, tu t'appuies, je pense, sur Wissam parce que moi je n'ai rien dit, hein. Je veux dire, moi j'ai pris dans ce truc-là où moi j'ai eu le même débat épistémologique que j'ai avec Wissam depuis longtemps, mais moi je n'ai rien dit. Donc déjà ce que tu dis est forcément faux parce que c'est Chris qui a commencé à parler de ça. On est déjà revenu là-dessus, on va pas y revenir. non, Tu non, regarderas mais le j'ai replay. pas Non, 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 mais vraiment, on voit déjà que tu n'as pas que tu pas vraiment suivi l'affaire ou regardé notre capsule sur ça, parce que moi j'ai rien dit, donc pour le coup, c'est pas possible, tu vois? non, mais en plus, moi je peux comprendre. Enfin, mais moi je vais te dire, sur, la pensée, moi ce qu'a dit, Norman dans l'épisode 2, c'était super, bien sur ce qu'il dit heu, de la pensée, panafricaine, de son efficience. Moi j'y crois beaucoup à ça, du nationalisme, africain, du panafricanisme et tout. Donc là-dessus, il a complètement raison. Ça, c'est des pensées totalement efficientes. Wissam, sur plein de sujets, on est d'accord. Je pense même sur la majorité des sujets, et il est efficient sur plein de sujets. Il y a pas de problème. Nous, on va avoir c'est effectivement, on va beaucoup plus parler des points d'achoppement. Mmh, Dans la camaraderie, je vous le dis clairement, c'est comme au foot. Quand on a gagné 10-0,
on refait pas le match. Quand on a gagné 10-0, enfin moi j'ai fait ça au foot, quand on a gagné 10-0, on refait pas le match. Ça sert à rien. Vous voyez? On a tout le monde a marqué son but, voilà. Heu, Tout le monde a été bon. On a éclaté l'adversaire, ça sert à rien de refaire le match parfait, ça sert à rien de le refaire, vous voyez? On refait le match, on s'engueule dans le vestiaire en disant: «Putain, pas dû, quand je te fais cette putain de passe en profondeur, tu où là? Pourquoi tu pas à ton poste et tout? Pourquoi tu Vous voyez, on refait le match quand on a l'impression de pas être au taquet quoi, de pas être bon, de se dire: «Tiens, l'adversaire, il a merdé» et c'est pour ça, moi, quand je dis, des trucs sur Wissam, sur untel et cetera, mais faites pareil! Là-dessus, tout à l'heure, on était dans la provocation parce que Wissam nous a dit: «On va vous mettre des taquets sur l'antiracisme». Mais il a raison, mettez-nous des taquets, mais pas que sur l'antiracisme. On peut se mettre des taquets sur tous les sujets entre camarades, il y a pas de souci. Moi, je réponds en disant: «T'inquiète, on va continuer de te mettre des taquets sur le marxisme aussi», parce qu'on croit que là-dessus, on est légitime pour t'en mettre. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment de la camaraderie. Moi, j'ai pas qu'on soit clair. Moi, par exemple, tiens, vraiment, faut que vous compreniez le chat et Wissam, si tu vois ça, je le dis aussi. Moi, par exemple, quand je vois des épistémologies idéalistes, réactionnaires, à droite, c'est-à-dire de l'essentialisme ou quoi que ce soit, je m'en bats les couilles de faire des débats théoriques avec eux. Eux, mon but, c'est qu'ils crèvent, c'est qu'ils meurent, c'est Non, mais qu'ils disparaissent. c'est des métaphores, hein, qu'il utilise, hein. Oui, Il y a pas pardon, oui, de c'est en tant que ouais, je m'en en bats tant les qu'idée, c'est couilles. Je vais il pas n'attaque les idées et pas les hommes, évidemment. je vais pas faire de débat avec, comment dire? Retailleau ou, ou ces merdes là de valeurs actuelles là, je sais pas quoi voilà, comment ils s'appellent là, les mecs qui ont fait la carte? Si, c'est valeurs actuelles là, la carte, Oui. toutes ces merdes, Frontière. je vais pas ouais, Frontier, je vais Merci ouais, pour le eux, type, JR, merci beaucoup. c'est bien des merdes je vais pas faire un débat avec ces merdes en disant: «Vous lisez Nietzsche, vous êtes des réactionnaires, je vais vous expliquer l'épistémologie». Je m'en bats les couilles. Moi, mon but, c'est de vous parler pieds. Donc 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 c'est donc Qui dit tes dingueries? pardon, mais donc non, mais pardon, mais pardon. Oui, donc ça effectivement, là, en fait, le pouvoir de la corde est plus important que le pouvoir de l'épistémologie. Mais quand on est entre camarades, bah, ouais, effectivement, moi, j'ai pas besoin mon adversaire au foot, je vais pas essayer de lui dire: «Eh, dis donc, tu vu, tu pu faire une meilleure passe en profondeur quand tu as attaqué contre nous». Bah, non, s'il fait de la merde et ben, qu'il continue, tu vois? Il y a pas de problème. Donc s'il joue n'importe comment au foot et qu'il trouve que c'est bien d'avoir René Girard comme coach ou Pascal Duprat, eh ben, je vais rien lui dire. Je vais le laisser faire. Donc les débats épistémologiques et les débats théoriques, c'est pour ça qu'ils sont importants entre camarades. Parce qu'on a l'impression, que justement, c'est, comme il disait tout à l'heure Padu, un renforcement. C'est de dire, putain, mais on se trompe peut-être. Et peut-être qu'on va se dire: «Ah ouais, mais en fait, je pensais qu'il fallait qu'on apprenne tel tips, enfin tel skill, telle compétence, puis en fait, ça sert à rien», tu vois? On a le droit de se tromper. Et peut-être que Wissam, un jour, il va nous dire: «Mais non, mais en fait, on va tenter ci, ce sera meilleur», et je vais dire: «Bah ouais, en fait, moi, je pensais que voilà, que le jeu en profondeur, c'était de la merde, mais en fait, tu as raison, Wissam». Voilà. Et ça, produire de la pensée entre nous, produire ces débats-là, ça sert à ça. On est à l'entraînement. On est entre camarades à l'entraînement. On s'en bat les couilles que notre adversaire joue mal. On va pas lui apprendre le foot. Moi, s'il joue mal, tant mieux. À la mi-temps, je sors si on gagne 5-0 et je vais à la buvette. Donc vraiment, j'essaie de faire une métaphore parce que euh, je vais faire une phrase, mais avec Wissam, on a, on a le même maillot, mais on n'a pas la même épistémologie. Mais on a le même maillot. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Avec Wissam, lui, il m'attrape la tête. Il l'a dit. Donc ça, je sais qu'il est T'as sincère. convaincu Mauvie Chloé qui dit: «Je te rejoins, je suis footballeuse en plus». Mais voilà, Tu mais touché la bonne métaphore. bah ouais, mais moi aussi, c'est mon truc le foot, Moving Chloé. Mais vraiment, c'est ça. Vous voyez, si t'es footballeuse, Chloé, tu sais ce que c'est, quoi. Tu sais ce que c'est d'avoir même une amie à toi qui joue avec toi, et tu lui dis, putain, meuf, le match que t'as fait, tu nous as pas aidé, quoi. Tu vois, peut-être que t'as tort.
peut-être que tu t'es trompé, peut-être qu'en fait, elle va te dire: «Ouais, ben non, en fait, tu vois, à un moment, j'étais là, j'ai fait ça, je me suis replacé en 6 parce que je trouvais qu'on était déséquilibré entre le 5 et le 4». Voilà, mais tu vois? Et donc, voilà, mais c'est des débats de gens qui portent le même maillot et qui veulent combattre l'adversaire, quoi. Et effectivement, moi, je le dis toujours, moi, j'ai appris le foot comme ça. Je sais que Wissam, il aime bien le foot, Samir aussi. Ouais, quand tu fais un match de merde, normalement, le premier à te mettre une tape en disant: «Eh, il y a le banc là, tu vois? Prends pas une place sur le terrain pour rien», tu vois? C'est ton pote, tu vois? C'est ton pote, c'est ton camarade qui a le même maillot. Vous voyez? Donc on en est là. Donc là, on s'est pris un peu la tête parce que Wissam, il Attends, aimerait attends, qu'on en. juste parenthèse. Ouais, Meilleure vas-y. vidéo de parole d'honneur, c'est Samir Oh! à la canne des quartiers. On est Oh, d'accord? lourd, lourd. Oh là là, je C'est l'ai la vu meilleure 3 vidéo de parole fois. d'honneur. Je l'ai vu 3 fois. Ouais, Si vous avez pas vu franchement. ça, c'est vraiment trop bien. Non, mais c'est un J'espère chef-d'œuvre. qu'il va y retourner chaque année, hein. Ah ouais, mais c'est trop bien. Mais voilà. En plus, Et ça donc, joue à un niveau de bâtard, mais non, mais c'est un niveau de fou. Mais enfin, ouais. Et donc, vraiment, moi, je c'est très sincère quand je dis ça. J'étais très sincère tout à l'heure parce que j'étais énervé. Enfin, pas énervé. Enfin, ouais, j'étais énervé, ouais. Là, je suis très sincère. Enfin, vraiment, c'est vraiment des trucs de. Moi, demain, il y a un gars d'extrême droite qui me dit le 10e du quart de ce que m'a dit Wissam, mais je m'en bats les couilles. Je reprends des moules, comme dirait des proches. Vous voyez? Ça ne me fait rien, c'est un ennemi. Quand on discute comme ça, c'est parce qu'on a l'impression. Moi, quand on est sincère comme ça et qu'on se dit: «Ouais, vous merdez, c'est quoi là, vous mobilisez?» C'est qu'on a l'impression de pas faire le même match, de pas faire le bon match. Et peut-être qu'on a tort. Et je vous le dis clairement, peut-être qu'on a tort. Probablement qu'on a tort. Mais nous, tant qu'on sera persuadé d'avoir raison et de se dire que notre 4-2-4, il est préférable au WM parce qu'on préfère Gustave Sebes plutôt que Chapman de Arsenal, bah ouais, on se battra, voilà, mais à la fin, on a le même maillot, voilà. Donc je sais pas si ça a aidé Moving Chloé à comprendre l'ambiance, mais c'est vraiment ça. Ouais, je suis triste, on fait jamais rien sur le basket, tu vois, c'est que du foot. Alors qu'en plus, il y aurait des bails à dire sur. Tu sais, quand Ouais, mais t'as c'est un Kobe et sport. Shaq, tu vois. Kobe et Mm. Shaq, c'est pareil, ils se détestent, mais ils gagnent des titres ensemble, tu vois. Et je suis même pas sûr qu'ils se détestent vraiment, tu vois, mais ils sont pas sympas à l'entraînement, ils sont même pas sympas des fois en match ensemble, tu vois, mais c'est comme ça qu'ils jouent le mieux, tu vois. C'est comme ça qu'ils s'énervent aussi à vouloir être meilleur que l'autre, tu vois. Mm. Non, non, mais en plus, Moving Chloé a dit, bah oui, ça chafouine. Bah oui, parce que euh, je sais pas comment tu te positionnes, mais là, peut-être que tu es en supporter et tu vois les gens de ton équipe s'engueuler. Bah ouais, parce que des fois, bon, bah, ça arrive, quoi. Mais tu dis, on a été méchant. Eh, franchement, regarde le live de Wissam, il nous a traité de FDP. Moi, franchement, c'est pas une insulte qui me. Normalement, c'est une insulte. À 20 ans, je démarrais, quoi. Donc, bon, voilà, je le prends comme ça. Norman, dans son show, c'était très marrant. Il nous a traité de colons qui voulaient le renvoyer dans la savane. Bon, bah, je le prends vraiment, mais avec du second degré et de l'énervement légitime parce que je lui ai dit ça. Voilà. Donc, ouais, on peut s'engueuler. Et franchement, on peut s'engueuler. Et sur un terrain de foot, vous le savez, vous êtes déjà engueulé avec vos coéquipiers, dire: «Eh, franchement, mais tu fais n'importe quoi, t'es nul aujourd'hui, tu nous fais chier». Vous savez, ouais, Benzema là, qui dit sur Vinicius, il joue contre nous, vous voyez? Il joue contre nous, il passe pas la balle. Mais ça arrive ça. Donc, ouais, des fois c'est comme ça, quoi. Mais faut vous rappeler que ces niveaux de violence, ils viennent parce qu'on a le même maillot. Parce qu'on a le même maillot. Personne engueule son adversaire quand il loupe une passe ou quand il loupe ou quand il loupe un tir. Bah, dites-vous que tant que j'engueulerai Wissam de faire n'importe quoi, enfin, à mon sens, et que lui il fera pareil, ça voudra dire qu'on porte le même maillot. Et d'ailleurs, c'est même les gars, parce qu'on les connaît, les gars, la Roussel, qui se font sucer par l'équipe d'en face pour ce qu'ils font, c'est souvent Mmh, mauvais signe quand l'équipe d'en face te c'est clair. félicite, hein. On dit ouh, bien joué. Tu sais, c'est les gars qui viennent te voir à la fin qui te disent ouah, vous avez fait un bon match. En général, c'est que tu as perdu 4-0. Et c'est que... Ouais, c'est ça. Ouais. tu sais, quand les gars, bon match, hein. Mais tu sais, en général, c'est quand tu as perdu 4-0, tu as envie de dire tiens, fils de pute. Ouais, ouais, ça, moi, je connais le. De cracher dans la main pour serrer la main à l'adversaire, on l'a tous fait.
La capsule est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à tout ça. Le 6 mai, venez me voir à Poitiers. Je participe à une conférence sur les médias et les luttes sociales à Poitiers, amphi Carbonnier, à 17h, de 17 à 20h, avec plein de journalistes et des chercheurs, chercheuses aussi, sur les médias et sur les luttes sociales. Et moi, je vais représenter l'Abrèche, donc l'association qu'on a avec Chris, donc de Position Revue, et avec Dr Zoé aussi, où on essaie de former un petit peu des médias militants Internet, et on essaie de créer la première fédération de médias Internet. Et donc, je vais pouvoir parler de tout ça, du militantisme, des luttes sociales et de comment on traite l'information sur Internet. Ce qui est un peu différent des autres qui vont parler plus des médias classiques, des médias locaux par exemple, ou des médias nationaux même. Bref, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne Pas du PADU, sur laquelle va bientôt sortir une vidéo et sur laquelle on est sorti il n'y a pas longtemps. Allez les voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Zoé, à aller voir le site de Position Revue, les chroniques de l'exploitation, et à aller vous renseigner sur le marxisme si vous avez envie, parce que je pense que ça nous permet tous d'avancer. Sur ce, on se dit à plus.